J'étais parti en croisière avec mes enfants et leurs épouses. Au deuxième port d'escale, ils m'ont dit: Papa, descends découvrir le marché. À mon retour, le navire avait disparu, mes bagages aussi. Ils m'avaient laissé dans un pays inconnu, sans passeport, sans argent, sans identité. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'un vieux loup de mer trouve toujours le moyen de revenir. Et quand je suis revenu, j'ai ramené la tempête avec moi. Ils m'ont vu aux informations. Je suis assis sur une chaise en plastique vert dans un commissariat de Port Caraïbes, dans les Antilles. Une odeur de vieille sueur, de sel marin incrusté dans la peau et de peur sèche m'enveloppe. Je porte la même chemise en lin blanc que j'avais il y a 2 jours, lorsque je croyais encore que mes enfants m'aimaient. Elle est maintenant froissée, maculée de terre au coude, avec une tache de café sur la poitrine dont je ne me souviens même pas l'origine. Face à moi, une jeune policière tape sur une vieille machine à écrire qui résonne comme des os qui se brisent. Clac, clac, clac. Au plafond, un ventilateur ne tourne pas complètement. Il se bloque toutes les 3 rotations, produisant un bruit métallique qui me rend fou. Une mouche se déplace lentement sur le mur jaune, comme si elle avait tout le temps du monde. Je compte les fissures dans le ciment pour ne pas m'effondrer devant cette jeune femme qui me regarde avec pitié. Mon nom est Jules Montalvan Robledo. J'ai 78 ans. Je suis né à Port-du-Soleil, dans les Caraïbes, le 5 mars 1947. J'ai été propriétaire du plus grand chantier naval de Port-du-Soleil pendant 45 ans. J'ai construit des navires qui ont sillonné toutes les Caraïbes, transportant des marchandises, des touristes, les rêves de gens qui faisaient confiance à mon travail. J'ai employé plus de 200 hommes, payé des salaires équitables, aidé des familles entières à se nourrir, à éduquer leurs enfants, à vivre dignement. Et maintenant je n'ai même plus un maudit papier qui atteste de mon identité. La policière me regarde comme si j'étais un vagabond inventant une histoire pour obtenir de la nourriture. Elle ne me croit pas. Et le pire, c'est que je commence moi-même à douter si tout cela est réel ou si je suis en train de perdre la raison. Il y a 2 jours, sur le bateau de croisière, mon petit-fils Mathias m'a serré fort dans ses bras sur le pont. Il a 12 ans. C'est encore un enfant, mais ses yeux ne le sont plus. Il m'a murmuré à l'oreille, si bas que je l'ai à peine entendu: Grand-père, je ne veux pas que tu ailles au port demain. J'ai ri. Je lui ai ébouriffé ses cheveux châtains, toujours en bataille. Pourquoi, mon enfant? Ce sera amusant. Nous allons acheter de jolies choses à rapporter à la maison. Il a baissé les yeux, fixant ses chaussures de sport blanches que je lui avais offertes pour son anniversaire. N'y va pas, c'est tout, a-t-il dit avant de s'enfuir en courant. J'ai cru qu'il jouait, que les enfants disaient des choses étranges. Maintenant, assis sur cette chaise dont le plastique me transperce les fesses, je comprends. Il savait. Mon propre petit-fils savait qu'ils allaient m'abandonner, et il n'a rien pu faire. Ou peut-être a-t-il eu peur. Que peut faire un enfant de 12 ans contre ses propres parents? La machine à écrire continue de résonner. Clac, clac, clac. La mouche est maintenant sur le bord de ma tasse de café froid. Une pellicule grasse flotte à la surface du liquide brun. Je n'y ai pas touché. Je ne peux rien avaler. Ma gorge est nouée depuis hier. Je ferme les yeux et revois le visage de Sylvie au petit déjeuner. Il y a 2 matins, alors que nous étions encore sur le bateau, elle était souriante, trop souriante. Papa, il fait une chaleur terrible aujourd'hui. Tu ne devrais pas descendre avec moi au port. Ça te fera du bien de te dégourdir les jambes. Gabrielle, ma belle-fille, l'épouse de Marc, est intervenue rapidement. Trop rapidement. Oui, beau-père. Descendez. Nous garderons vos affaires ici dans la cabine. Ne vous inquiétez de rien. Elle a cette façon de parler, polie, correcte, mais froide comme la glace. J'ai toujours su que Gabrielle ne m'aimait pas, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle me haïsse à ce point. Gabrielle a beaucoup insisté pour que je laisse mon sac à dos, ce sac de toile noire où je transportais tout. Mon passeport, mon portefeuille avec 200 $ en espèces, mon téléphone portable, les documents du testament de Joséphine que Marc m'avait demandé de garder. C'est plus sûr ici, beau-père. Pourquoi vous encombrer de tout ça sous cette chaleur? Vous allez marcher en plein soleil, mieux vaut voyager léger. Moi, comme un idiot, j'ai acquiescé.
J'ai laissé le sac à dos sur le lit de la cabine. Je n'ai pris que mon chapeau de Panama et 50 $ dans la poche de mon pantalon. 50 $ que j'ai dépensés pour acheter des objets d'artisanat que Sylvie avait choisis et qui sont maintenant perdus dans un marché de ports Caraïbes. Maintenant, je comprends. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Ce n'était pas improvisé, c'était millimétré, calculé, planifié comme on planifie un assassinat. Car c'était un assassinat, même si je continue de respirer. La porte du commissariat s'ouvre avec un grincement. Une femme âgée d'une soixantaine d'années, aux cheveux gris courts, entre, autant de grandes lunettes de soleil. Elle est vêtue d'un pantalon blanc et d'une blouse bleu clair. Elle se dirige droit vers moi et la policière. Officier, j'ai tout vu. J'étais là, au port. Sa voix est ferme, teintée d'un léger accent caribéen. L'agente lève les yeux de sa machine. Vous êtes témoin? La femme acquiesce. Je m'appelle Elena Vasquez. J'étais à bord du même paquebot. J'ai vu quand la fille de ce monsieur l'a abandonné. J'ai des photos. J'ai une vidéo sur mon téléphone portable. Mon cœur, qui battait depuis 2 jours comme un tambour brisé, a soudain fait un bond. Quelqu'un m'avait vu. Quelqu'un savait que je n'étais pas fou. Quelqu'un savait que tout cela était bien réel. Elena me regarde et dans ses yeux, je perçois quelque chose que je n'avais pas vu depuis des jours. Une véritable compassion. Pas de la pitié, de la compassion. Il y a une différence. La pitié vous rapetisse. La compassion vous rend votre humanité. Monsieur, j'étais en train de faire mes emplettes au même marché. J'ai vu votre fille aller aux toilettes et ne jamais revenir. J'ai vu quand vous avez commencé à la chercher, interrogeant tout le monde. J'ai vu quand vous avez couru vers le port. Elle sort son téléphone portable, un iPhone avec une coque rose, et montre quelque chose à l'agente. Je ne peux pas voir l'écran d'ici, mais je vois le visage de la policière changer. Ses sourcils se froncent, sa bouche se serre. C'est grave, dit l'agente. Elena acquiesce. Très grave. Cet homme a été délibérément abandonné par sa propre famille, et il faut que quelqu'un agisse. L'agente me regarde différemment maintenant, non plus avec la pitié qu'on porte à un vagabond, mais avec le respect dû à une victime. Monsieur Montalvan, nous allons rédiger un rapport complet. Nous contacterons l'ambassade de notre pays. Cela ne restera pas impuni. J'acquiesce, incapable de parler. Une boule de la taille d'un poing me serre la gorge. Elena s'assied sur la chaise en plastique à côté de moi. Elle sent le parfum de vanille. C'est la première odeur agréable que je perçois depuis 2 jours. Vous n'êtes pas seul, me dit-elle doucement. Je resterai ici jusqu'à ce que tout soit réglé. Je voudrais la remercier, mais si j'ouvre la bouche, je sais que je vais pleurer. Et j'ai déjà trop pleuré. À 78 ans, j'ai versé plus de larmes ces 2 derniers jours que durant toute ma vie. Alors, j'acquiesce simplement et observe la mouche qui se promène maintenant sur le rebord de la fenêtre. L'agente demande « Monsieur Montalvan, avez-vous un moyen de contacter votre famille ?» C'est là que la réalité me frappe de nouveau, comme une vague glaciale. Je n'ai pas leur numéro de mémoire. J'appelais toujours depuis mon téléphone portable et mon téléphone est sur le bateau. Elena intervient. « Officière, pouvons-nous chercher le nom du paquebot sur Internet ? Peut-être y a-t-il un moyen de contacter la compagnie ?» L'agente acquiesce et commence à chercher sur un vieil ordinateur qui met des siècles à charger chaque page. Je regarde l'horloge murale. Il est 15 heures. 48 heures se sont écoulées depuis que j'ai quitté le navire. 48 heures sans nouvelles de mes enfants. 48 heures qu'ils savent parfaitement où je suis et n'ont rien fait. Rien, absolument rien. Elena sort de nouveau son téléphone. « Monsieur Jules, me permettez-vous de publier votre histoire sur mes réseaux sociaux ? J'ai environ 8000 abonnés. Ce n'est pas beaucoup, mais peut-être que quelqu'un pourra aider. » Je la regarde, ne comprenant pas vraiment ce que sont les réseaux sociaux. Joséphine et moi n'avons jamais été de ces gens-là. Nous avions un compte Facebook, mais nous ne l'utilisions jamais. « Faites ce que vous jugerez nécessaire, » lui dis-je. Ma voix est rauque, comme si elle n'était pas la mienne. Elena commence à taper quelque chose sur son téléphone. Ses doigts courent rapidement sur l'écran. Je vais mettre les photos et raconter ce que j'ai vu. Les gens doivent savoir ce qu'ils vous ont fait. J'acquiesce. Une partie de moi ressent de la honte.
La honte que le monde entier sache que mes propres enfants m'ont jeté comme un déchet. Mais une autre partie de moi, celle qui a encore de la dignité, veut que tout le monde sache, veut la justice, veut qu'il paie. L'agente lève les yeux de l'ordinateur. J'ai trouvé le paquebot. Il s'appelle l'Étoile des Caraïbes. Il est parti de Carthagène il y a 48 heures. Il fera escale à Panama, puis retournera à Port-Soleil dans 5 jours. 5 jours. 5 jours de plus de ce cauchemar. 5 jours pendant lesquels ils mangeront, boiront, danseront sur ce maudit navire. Tandis que moi, je suis ici, sur cette chaise en plastique, sans rien. L'agente poursuit. Je vais envoyer un communiqué officiel à la capitainerie du navire. Ils sont tenus de répondre. Elena me touche le bras doucement. Tout ira bien, je vous le promets. Et là, à cet instant, j'ai compris que peut-être, juste peut-être, je n'étais pas aussi seul que je le croyais. Peut-être la mer m'avait-elle pris mes enfants, mais elle m'avait donné un ange. Un ange aux cheveux grisonnants et au téléphone portable à coque rose. Je ferme les yeux dans ce commissariat et me revois à 31 ans, debout devant le terrain vague du port de Port-Soleil. C'était en 1978, l'année où Joséphine et moi nous sommes mariés. Elle portait une robe blanche simple, sans voile, sans fioriture. Nous nous étions mariés au palais de justice, car nous n'avions pas les moyens d'organiser un grand mariage. Son père, M. Émile Robledo, possédait une quincaillerie en centre-ville. Un homme sérieux, aux grandes mains et aux mots rares. Le jour où je lui ai demandé sa bénédiction pour épouser sa fille, il m'a fixé du regard pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis il a dit « Jules, je n'ai pas d'argent à donner à ma fille, mais j'ai ceci. » Il a sorti une enveloppe contenant 50 000 francs. « On dit que tu as du talent pour construire. Bâtis quelque chose qui en vaille la peine. Ce sera ta dot. » Je le promis à mon beau-père, là, dans son salon au sol carrelé, imprégné de l'odeur du café fraîchement moulu. « Monsieur Émile, ce chantier naval sera la fierté de Port-Soleil. » Et il le fut, mon Dieu. Il le fut pendant 45 ans. Au début, j'embauchais 5 hommes. Tous étaient en vogue comme moi, jeunes, avides de travailler, désireux de s'en sortir. Nous commençâmes par réparer de petits bateaux de pêcheurs. Puis vinrent les navires plus imposants. Au bout de 3 ans, nous comptions déjà 30 employés. 10 ans plus tard, ils étaient 100. Joséphine tenait la comptabilité dans un cahier à couverture rigide. Elle s'asseyait dans notre minuscule bureau où un ventilateur peinait à tourner, additionnant les chiffres avec un crayon dont la mine s'usait toutes les demi-heures. « Mon amour, ça va bien », me disait-elle toujours. Et je la croyais, car Joséphine ne mentait jamais, jamais. Marc naquit en 1973, 5 ans avant l'ouverture du chantier naval. Dès son plus jeune âge, il fut compétitif, voulant toujours être le meilleur en tout. À l'école, il n'obtenait que des notes parfaites, non par amour de l'étude, mais parce qu'il ne supportait pas qu'un autre enfant soit meilleur que lui. Il jouait au football et se mettait en colère s'il perdait. Il blâmait ses coéquipiers, jamais lui-même. Joséphine me disait « Mon amour, tu dois lui parler. Il doit apprendre à perdre avec dignité. » Je lui parlais, mais Marc se contentait d'acquiescer et restait le même. À 22 ans, il étudia l'ingénierie civile. J'étais fier. Je pensais qu'il travaillerait avec moi au chantier naval. Mais il déclara « Papa, je ne veux pas réparer de vieux bateaux. Je veux construire des bâtiments modernes. » Il partit travailler pour une entreprise de construction dans la capitale. Il revenait peu, de moins en moins. Sylvie naquit 3 ans après Marc, ma princesse. C'est ainsi que je l'appelais toujours, ma princesse. Elle était la seule femme parmi 3 hommes. Et oui, nous la gâtions. Joséphine me grondait « Jules, tu la gâtes trop. » Et elle avait raison, je la gâtais, mais elle était si douce quand elle était enfant. Elle m'enlaçait et disait « Papa, quand je serai grande, je t'épouserai. » Je riais. « Ce n'est pas possible, mon amour, mais tu trouveras quelqu'un qui t'aimera autant que moi. » Sylvie grandit, belle, studieuse, bien élevée. Elle épousa un comptable à 24 ans. Un homme bon, du moins je le croyais. Ils eurent 2 filles, mais divorcèrent 8 ans plus tard. Sylvie revint à la maison avec ses filles.
Joséphine et moi nous en occupâmes pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'elle rencontre son second mari. Elle ne me rendit jamais l'argent que je lui avais prêté pour le divorce, 40 000 francs. Mais cela n'avait pas d'importance. C'était ma fille, ma princesse. Raphaël, le plus jeune, naquit quand j'avais 34 ans. Ce fut un bébé difficile. Il pleurait beaucoup, dormait peu. Joséphine veillait sur lui toutes les nuits. Je travaillais au chantier naval jusqu'à tard et rentrais à la maison quand ils étaient déjà endormis. Raphaël grandit, silencieux, timide, toujours caché derrière ses frères. À l'école, on le harcelait. Gros, lui disait-on. Raphaël n'était pas gros, il était robuste, fort. Mais les enfants sont cruels. Il commença à manger davantage comme mécanisme de défense et oui, il prit du poids. À 16 ans, il commença à boire. Nous trouvions des bouteilles cachées dans sa chambre. Joséphine pleurait. Qu'avons-nous fait de mal? Je ne savais que répondre. Raphaël ne termina jamais l'université. Il travailla avec moi au chantier naval pendant 5 ans, mais il arrivait toujours en retard, sentait toujours l'alcool. J'ai dû le licencier. Ce fut le jour le plus difficile de ma vie, renvoyer mon propre fils. Il ne me parla pas pendant 1 an. En 1995, il se passa quelque chose que je n'oublierai jamais. Une explosion au chantier naval, un réservoir de carburant mal scellé. 3 hommes furent blessés. L'un d'eux, Hector Restrepo, fut au bord de la mort. Il était colombien. Il était venu dans la région chercher du travail. Il avait laissé sa famille à Caravelle, avec la promesse de leur envoyer de l'argent chaque mois. Hector avait 28 ans et un fils de 5 ans. L'explosion lui brûla 40% du corps. Les médecins disaient qu'il ne survivrait pas. Je payais tout. L'hôpital privé, les opérations, les greffes de peau, la rééducation. Cela me coûta plus de 200 000 francs. L'assurance du chantier naval ne couvrait pas tout. Peu importait. Hector était ma responsabilité. Joséphine vendit ses boucles d'oreilles en or, les seules qu'elle possédait, pour aider à payer. Quand Hector sortit de l'hôpital, 5 mois plus tard, il m'embrassa en pleurant. Hector me dit, d'une voix encore rauque à cause de la fumée qu'il avait inhalée, « Monsieur Jules, vous m'avez sauvé la vie. Ma famille vous sera éternellement reconnaissante. Si un jour vous avez besoin de quoi que ce soit, ma famille sera là. Je vous le jure devant Dieu. » Je lui tapai sur l'épaule. « Tu n'as pas à me jurer quoi que ce soit, Hector. Contente-toi de bien te rétablir et de continuer à travailler. » Et il travailla. Hector Restrepo. Il travailla à mon chantier naval pendant 20 ans de plus, jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite et retourne à Caravelle. Nous nous écrivions parfois par courrier. Il m'envoyait des photos de son fils, Miguel Angel, qui grandissait. Puis les lettres se firent moins fréquentes. La vie continue. Les promesses s'oublient. Du moins, c'est ce que je pensais. Jamais je n'aurais imaginé que cette promesse, faite par un homme brûlé sur un lit d'hôpital, serait ce qui me sauverait 30 ans plus tard. Mais cela, je ne le sus que bien plus tard. Bien plus tard. En 2020, j'ai été victime d'un accident vasculaire cérébral. Enfin, c'est ce que le médecin a appelé un AVC léger. J'étais au bureau du chantier naval, en train d'examiner des plans, quand soudain, mon bras gauche est devenu inerte et ma bouche s'est tordue. Un de mes ouvriers m'a vu et a immédiatement appelé une ambulance. J'ai passé 3 jours à l'hôpital. Joséphine ne m'a pas quitté un instant. Les médecins ont dit que j'avais eu de la chance, que cela aurait pu être bien pire, mais ils m'ont averti. « Monsieur Jules, vous devez réduire votre stress, vous reposer. Vous avez 73 ans. » Marc est venu de la capitale. Il s'est assis au pied de mon lit. « Papa, il est temps. Laisse le chantier naval. Tu as assez fait. Repose-toi. » Je ne voulais pas. Le chantier naval, c'était toute ma vie. Mais Joséphine m'a pris la main et m'a dit doucement, « Mon amour, je veux aussi que tu te reposes. Je veux que nous soyons ensemble, sans souci. » Et j'ai cédé. Pour elle, j'ai cédé. J'ai vendu le chantier naval en 2020. On m'en a offert un bon prix, 3 millions de dollars. C'était une somme considérable. Joséphine et moi allions voyager,
découvrir des endroits dont nous avions toujours rêvé. Mais Joséphine est tombée malade 6 mois plus tard. Un cancer du pancréas. Les médecins ont dit qu'il était agressif. Ils lui donnèrent 3 mois. Elle a vécu 8. Elle s'est battue chaque jour. Je suis resté à ses côtés jusqu'à la dernière seconde. Elle est morte dans notre lit, dans la maison où nous avions vécu 42 ans, me tenant la main. Ses derniers mots furent « Mon amour, prends soin du testament. Promets-moi de ne l'ouvrir qu'au moment voulu. » Je ne comprenais pas pourquoi elle disait cela, mais je lui ai promis « Je te le promets. Repose-toi, ma vie. » Elle a fermé les yeux. C'était le 5 janvier 2021, le jour de l'Épiphanie. Joséphine disait toujours que c'était son jour préféré, car c'était celui où les enfants recevaient des cadeaux. Elle est morte son jour préféré. Après les funérailles, mes enfants ont commencé leurs questions. « Papa, quand allons-nous ouvrir le testament ? Papa, nous devons savoir ce que maman a laissé. Papa, il faut régler les affaires légales. » Je leur répondais « Quand le moment sera venu. Votre mère a laissé des instructions claires. Le testament sera ouvert 4 ans après sa mort, en ma présence et celle de l'avocat. Respectez sa volonté. » Marc s'énervait. « Ça n'a aucun sens. Pourquoi 4 ans ? » Je ne savais pas. Joséphine ne m'avait jamais expliqué, mais c'était sa volonté et j'allais la respecter. Les mois passaient et les appels continuaient. Toujours les mêmes questions, toujours la même pression. Sylvie pleurait au téléphone. « Papa, j'ai besoin de savoir si maman m'a laissé quelque chose. J'ai des dettes. Les petites ont besoin de choses. » Raphaël appelait rarement, mais quand il le faisait, il était ivre. « Cet argent est aussi le nôtre, vieux. Il n'est pas seulement à toi, vieux. » Il m'appelait « vieux » comme si j'étais un fardeau. Il y a 6 mois, j'ai surpris une conversation. C'était chez Marc. Il m'avait invité à dîner. Je suis allé aux toilettes et en revenant, je les ai entendus dans la cuisine. Marc et Gabriella. « Marc doit 3 millions de pesos, » disait Gabriella. Sa voix était froide, calculatrice. « Si nous ne payons pas dans 6 mois, nous perdons tout. La maison, les voitures, tout. » Marc a répondu « Le testament s'ouvre dans 2 mois. Il y aura de l'argent. » Gabriella a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Et si quelque chose arrivait au vieux avant, alors nous contrôlerions tout. Un silence. Puis Marc. « Gabriella, ne dis pas ces choses. » Mais cela ne sonnait pas comme une réprimande, plutôt comme un doute. Je suis resté planté dans le couloir, le cœur battant la chamade. J'ai cru que ce n'étaient que des mots de frustration, des paroles prononcées dans un moment de désespoir. Je n'ai pas cru qu'ils le feraient vraiment, mais ils l'ont fait. Mon Dieu, ils l'ont fait. Le jour de l'embarquement, un soleil de plomb écrasait la ville de Port-Royal. Je suis arrivé au port avec ma vieille valise en cuir marron, la même que j'avais utilisée quand Joséphine et moi étions allés à La Perle pour notre 20e anniversaire. Elle pesait comme si elle contenait des briques. J'y avais mis des vêtements pour 7 jours, mes médicaments pour la tension, le livre que je ne finis jamais de lire et la photo de Joséphine que je garde toujours dans mon portefeuille. Je monte la rampe métallique qui résonne creux sous mes chaussures. Devant moi, une jeune famille, les enfants crient d'excitation. Derrière, Marc arrive avec sa valise à roulettes moderne, noire et brillante. Il ne me propose aucune aide, ne se retourne même pas pour voir si j'ai besoin de quoi que ce soit. Gabriella marche à ses côtés, des lunettes de soleil qui coûtent plus cher que ma pension d'1 mois sur le nez. Elle me sourit en me voyant transpirer. « Quelle émotion, beau-père! Votre première croisière !» Sa voix sonne étudiée, comme celle d'une mauvaise actrice de telenovela bon marché. Nous nous enregistrons à la réception. Une jeune femme en uniforme bleu marine me tend une carte électronique. « Cabine 412, Monsieur Montalvan ? Pont 4 ?» Marc et Gabriella reçoivent leur carte. « Suite familiale 320, Pont 3. » Suite familiale. Moi, une cabine. Je monte à ma cabine. Elle est si petite que je peux à peine étirer les bras. Un lit simple collé au mur. Une salle de bain de la taille d'un placard. Un hublot rond donnant sur la mer. C'est tout. Je m'assieds sur le lit et les ressorts grincent. Marc disparaît dans l'embrasure de la porte. « Tout va bien, papa ?» Je lui dis que oui. « C'est mieux comme ça, papa.
plus tranquille pour toi. On m'avait dit que nous, avec Mathias, faisions beaucoup de bruit. D'accord, cela a du sens, ou du moins c'est ce que je me dis, mais une lourdeur pèse sur ma poitrine. Joséphine m'aurait dit: Mon amour, ce n'est pas bien. Une famille voyage ensemble. Mais Joséphine n'est plus là pour me le dire. Le premier soir, un dîner formel est organisé dans la salle à manger principale. Elle est immense, ornée de lustres en cristal et servie par des maîtres d'hôtel gantés de blanc. Je n'ai jamais mis les pieds dans un endroit pareil. J'enfile ma bonne chemise blanche, celle que je réserve au mariage, et ma veste bleu marine, qui a beau avoir 20 ans, reste tout à fait présentable. J'arrive à table et tout le monde est déjà installé. Marc, Gabriella, Sylvie avec son nouveau mari, Raphaël avec Lucia, son épouse, et Mathias, mon petit-fils, qui me regarde avec de grands yeux tristes. Le capitaine du navire s'approche de notre table. Il s'appelle Humberto Salazar. Il doit avoir une cinquantaine d'années passées. Cheveux grisonnants, impeccablement coiffés, uniforme blanc immaculé. Il lève sa coupe pour un toast. Aux familles qui naviguent ensemble. Tous lèvent leur verre. Je lève le mien. Je regarde Marc. Il évite mon regard et se concentre sur sa coupe. Raphaël en est déjà à sa troisième bière. Ses yeux sont vitreux. Sylvie ne quitte pas son téléphone portable, tapote quelque chose, sourit à l'écran. Pas à moi. Mathias se lève de sa chaise et vient s'asseoir à côté de moi. Gabriella l'avait placé à l'autre bout de la table, loin de moi. Grand-père, tu me racontes quand tu as construit le navire de la marine? Mon petit-fils a les yeux de Joséphine, de la même couleur, brun clair, presque miel. Je commence à lui raconter cette fois, en 1985, où le gouvernement nous avait engagés pour réparer un bâtiment de l'Armada. Je n'en suis qu'au début quand Gabriella m'interrompt, sa voix coupante comme un couteau. Mathias, laisse ton grand-père se reposer. Viens ici. Mathias baisse la tête. Mais maman, je veux écouter maintenant. Mathias. L'enfant se lève lentement, me serre la main sous la table. Quand il regagne sa chaise, je vois que ses yeux sont pleins de larmes. Quelque chose ne va pas ici. Très mal. Mais je ne sais pas encore quoi. Je suis un vieil idiot qui ne voit pas ce qui se passe sous son nez. À une table, de l'autre côté de la salle à manger, une femme est assise seule. Elle doit avoir une soixantaine d'années. Cheveux courts et grisonnants, vêtue d'une élégante robe verte. Elle mange lentement, observant autour d'elle, comme si elle étudiait les gens. Ses yeux s'arrêtent sur notre table. Elle nous observe attentivement. Puis, je la vois noter quelque chose dans un petit carnet posé à côté de son assiette. C'est étrange. Pourquoi nous regarderait-elle? Je n'y prête pas attention. Après le dîner, en sortant de la salle à manger, elle sort en même temps que moi. Nous marchons dans le même couloir. Elle me sourit poliment. Bonsoir. Bonsoir, madame. Sa voix est douce, avec un accent colombien. Je remarque qu'elle porte une alliance à la main gauche, mais elle marche seule. Veuve, je pense, comme moi. Elle poursuit son chemin. Je poursuis le mien. Je ne sais pas alors que cette femme, Elena Vasquez, sera celle qui me sauvera la vie quelques jours plus tard. La vie est étrange ainsi. Elle met des anges sur votre chemin, et vous ne les reconnaissez qu'une fois qu'il est trop tard. La deuxième nuit, après le dîner, Marc frappe à la porte de ma cabine. Il est 10 heures du soir. Je sors de la douche, vêtu de mon vieux pyjama à rayures bleues. Papa, tu as une minute? Bien sûr que j'ai une minute. J'ai toutes les minutes du monde pour mes enfants. Je les ai toujours eues. Il entre, ferme la porte, un grand dossier en carton craft à la main. Papa, tu pourrais garder ces documents dans ta cabine? Ils concernent le testament de maman. Je les ai apportés parce que l'avocat m'a demandé de les revoir avant l'ouverture officielle. Il sort des papiers qui semblent officiels, avec des timbres et des signatures. C'est plus sûr avec toi, papa. Tu es le plus méticuleux d'entre nous tous. Je me sens honoré. Mon fils me fait confiance. Je lui dis oui, qu'il peut les ranger où il veut. Marc ouvre la petite armoire, glisse le dossier dans mon sac à dos noir. Merci, papa. Je savais que je pouvais compter sur toi. Il m'embrasse. Il sent le parfum cher. Quand il part, je reste avec une sensation étrange.
Je ne sais pas si c'est du bonheur parce que mon fils a besoin de moi, ou de l'inquiétude parce que quelque chose ne colle pas. Ce que je ne vois pas, ce que je ne peux pas voir de l'intérieur de ma petite cabine aveugle, c'est ce qui se passe dehors dans le couloir. Marc sort de ma porte. Gabriella l'attend, appuyée contre le mur, les bras croisés. Il lui fait un signe du pouce levé. C'est fait. Elle sourit. Ce n'est pas un sourire joyeux, c'est un sourire de satisfaction, comme celui d'un joueur d'échecs qui vient de placer une pièce parfaitement. Puis elle fait un geste des doigts, comme pour dire « D'accord, c'est bon, c'est réglé ». Raphaël arrive en marchant dans le couloir, une bière à la main. Il voit la scène, s'arrête. Gabriella lui fait signe d'approcher. Raphaël marche lentement, traînant les pieds. « Tu l'as fait ?» demande Gabriella. Marc hoche la tête. Raphaël semble mal à l'aise. Il déplace son poids d'un pied sur l'autre. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Gabriella le regarde avec mépris. Il est trop tard pour les doutes. Soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Raphaël boit de sa bière. Il ne dit rien de plus. Le silence est une façon de dire oui. À 3 heures du matin, quelqu'un frappe à ma porte. Toc, 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 doucement, comme pour ne réveiller personne d'autre. Je me lève, confus, à moitié endormi. J'ouvre. C'est Mathias. Il porte son pyjama de super-héros. Il est pieds nus. Ses yeux sont rouges d'avoir pleuré. « Mathias, qu'est-ce qui s'est passé, mon enfant ?» Il se jette dans mes bras, tremblant comme une feuille dans la tempête. « Grand-père, j'ai entendu papa et maman parler. Ils vont faire quelque chose de mal. Je ne sais pas quoi, mais j'ai entendu maman prononcer ton nom et parler de Port du Soleil, et papa disait qu'il ne pouvait en plus reculer. » Mon cœur se met à battre plus vite. « Quoi d'autre ?» demandai-je. « Je ne sais pas, grand-père. Ils m'ont fait peur. Maman avait l'air... Elle avait l'air d'être en colère, mais elle faisait semblant de ne pas l'être. Et papa ne faisait qu'acquiescer à tout. Je lui caresse les cheveux. Il est trempé de sueur. L'enfant est terrifié. Mais moi, le vieil homme, je ne saisis pas l'ampleur de ce qu'il me raconte. Je pense que ce sont des affaires d'adultes, des problèmes d'argent, de leur mariage, peut-être. J'installe Mathias sur mon lit. Je lui sèche les larmes avec la manche de mon pyjama. Tranquille, mon enfant. Ce sont des affaires d'adultes. Parfois, les parents ont des conversations difficiles, mais tout ira bien. Il me regarde avec ses yeux de Joséphine, si semblables aux siens que ma poitrine se serre. « Tu me le promets, grand-père ?»« Je te le promets. » Mensonge. C'est un mensonge. Je ne le sais pas encore, mais c'est un mensonge qui me hantera le reste de ma vie. Je lui donne un verre d'eau, l'accompagne de retour à sa suite, frappe à la porte. Gabrielle ouvre. Elle porte une robe de chambre en soie rouge. Elle me regarde avec agacement. Qu'est-ce qui se passe ? Mathias a fait un cauchemar. Il est venu dans ma cabine. Elle tire l'enfant à l'intérieur. Mathias, je t'ai déjà dit de ne pas déranger grand-père. Il ne dérange pas, Gabrielle. C'est à ça que sert un grand-père. Elle referme la porte sans un mot de remerciement. J'entends qu'elle réprimande Mathias à l'intérieur. Je retourne dans ma cabine. Je ne peux pas dormir le reste de la nuit. Quelque chose ne va pas. Mais je suis un vieil idiot. Un vieil idiot qui croit encore que la famille est sacrée. Le 2e jour se lève. Le navire arrive à Port du Soleil à 8 heures du matin. De mon hublot rond, je vois le port, les montagnes vertes en arrière-plan, le ciel bleu pur. C'est magnifique. Je descends à la salle à manger pour le petit déjeuner. Tout le monde est déjà là. Sylvie est plus apprêtée que d'habitude. Elle porte une robe blanche à fleurs, de grandes lunettes de soleil, bien que nous soyons à l'intérieur. Je m'assois, commande un café et du pain. L'air est tendu comme avant un orage. Sylvie prend une gorgée de son jus d'orange, s'essuie les lèvres avec sa serviette. « Papa, il fait très chaud à Port du Soleil aujourd'hui, n'est-ce pas ? On dit qu'il fera environ 34 degrés. » J'acquiesce. « Oui, il fait chaud. » Elle sourit un peu trop. « Tu devrais descendre avec moi au marché artisanal. Viens avec moi. Ça te fera du bien de te dégourdir les jambes. Je veux acheter de jolies choses pour maman. » Pour maman ? Elle a dit pour maman. Joséphine est morte depuis 4 ans
Et Sylvie dit qu'elle veut acheter des choses pour elle. C'est un coup bas. Elle sait que je ne peux rien lui refuser quand elle mentionne sa mère. Ma poitrine se serre quand Sylvie prononce « pour maman ». Cette phrase me désarme, me laisse sans défense. Joséphine adorait l'artisanat, les couleurs, les objets faits à la main. Chaque fois que nous voyagions, nous revenions avec des sacs remplis de nappes brodées, de figurines en argile, des choses dont nous n'avions jamais besoin mais qu'elle aimait posséder. Pour se souvenir que nous étions ici, disait-elle. Je regarde Sylvie. Elle sourit. Un sourire doux. Le sourire de ma princesse. D'accord, ma fille. Allons-y. Gabriel intervient rapidement. Parfait. Nous restons nous reposer sur le navire. Allez-y tranquillement, beau-père. Marc acquiesce. Oui, papa. Profite bien. Tu le mérites. Raphaël ne dit rien. Il fixe son assiette. Mathias me regarde de nouveau, avec ses yeux tristes. Je me lève, laissant mon café à moitié bu. Quand elle a dit « pour maman », quelque chose dans ma poitrine s'est serré, comme un poing fermé. Une petite voix en moi criait « N'y va pas, n'y va pas, n'y va pas ». Mais je l'ai ignoré. Je suis descendu quand même pour elle, pour ma Joséphine. Ce fut mon erreur. L'erreur qui faillit me coûter la vie. Il est 9h47 du matin quand Sylvie et moi descendons du navire. Je le sais parce que je regarde ma montre, une vieille Casio à affichage numérique que Joséphine m'a offerte il y a 15 ans. Elle fonctionne encore parfaitement. La chaleur me frappe le visage comme une gifle. 34 degrés, avait dit Sylvie. Ça semble plus. L'air sent un mélange étrange. Poissons frits des étals du marché, diesel des bateaux, fruits tropicaux qui pourrissent dans les coins, et cette odeur de mer salée qui s'incruste dans la peau et ne vous lâche plus. Je porte ma chemise blanche en lin, celle qui se froisse dès qu'on l'enfile, mais qui est si fraîche. Mon panama pour me protéger du soleil. Un jean et des chaussures marron confortables. Sylvie porte d'énormes lunettes de soleil qui lui couvrent la moitié du visage. Une robe blanche à fleurs roses, des sandales à talons qui claquettent sur le pavé. Nous marchons vers le marché artisanal. Elle est devant, je suis derrière, essayant de suivre son rythme. Nous arrivons au marché à 9h52. Je le sais parce que je regarde de nouveau ma montre. C'est une habitude que j'ai depuis que je travaillais au chantier naval. J'avais toujours ce besoin impérieux de connaître l'heure exacte. Le marché débordait de couleurs. Des étals aux auvents rouges, jaunes, verts. Des nappes suspendues, des samacs, des chapeaux, des colliers de perles scintillantes, des bracelets d'argent, des figurines de bois sculptées. Une musique tropicale, rythmée par des tambours, s'échappait de quelque part. Sylvie s'arrêta devant un étal de tissu brodé. La dame qui le tenait avait environ 50 ans. La peau mate, un grand sourire. Très jolie, ma belle, pour la maman, pour la sœur, pour la belle-mère. Sylvie touchait les étoffes, les tenait à la lumière. Celui-ci pour ma cousine Lucero. Celui-là pour ma tante Consuelo. Je sortis mon portefeuille. 50, c'est tout ce que j'avais sur moi. Je payais les tissus. Sylvie sourit. Merci, papa. Elle me donna un baiser sur la joue. Elle sentait le parfum cher, ces fleurs qui n'existent pas dans la nature. Tu es le meilleur papa du monde. Nous nous dirigeâmes vers d'autres étals. Sylvie acheta des colliers, des boucles d'oreilles, un chemisier brodé. Je payais tout. Il était 10h15 du matin. Elle s'arrêta soudainement, portant la main à son ventre. « Oh, papa, il faut que j'aille aux toilettes », fit-elle en grimaçant. « Ce sont des choses de femme. Ça peut prendre un peu de temps, tu sais comment c'est. » J'acquiesçai. Je comprends. Enfin, je ne comprends pas vraiment, étant un homme, mais je saisis que les femmes ont parfois besoin d'intimité. Vas-y, ma fille, ne t'inquiète pas. Je reste ici à regarder les objets d'artisanat. Elle me montra un bâtiment à 2 pâtés de maison. Il y a des toilettes publiques là-bas. Je ne serai pas longue. Oui, toi, continue de choisir des souvenirs. Je reviens dans un instant. Elle me donna un autre baiser sur la joue. Je t'aime, papa. Et elle s'éloigna rapidement, ses talons claquant sur le pavé. Clac, clac, clac. Je la regardais partir. Sa robe blanche flottait au vent. Ma fille était si belle.
Elle ressemblait à la princesse qu'elle était à 20 ans. Je ne savais pas que ce serait la dernière fois que je la verrais comme ma fille. La dernière fois, avant qu'elle ne devienne une étrangère. Je restais là, à regarder des figurines en bois. Il y en avait une, un petit bateau artisanal aux jolis détails. Cela me rappelait mon chantier naval. Je négociais le prix avec le vendeur quand une femme âgée s'approcha. C'était la dame de la salle à manger du bateau de croisière, celle qui était seule. Helena, je crois qu'elle s'appelait, bien que je ne sache pas si elle m'avait dit son nom ou si je l'avais inventé. Elle achetait une nappe brodée d'oiseaux. Elle me vit et me sourit. Bonjour, monsieur. Vous profitez aussi de l'escale? Oui, madame, avec ma fille. Je regardais autour de moi, mais je ne vis pas Sylvie. Helena acheta sa nappe, puis resta au même étal à regarder d'autres choses. J'achetai le petit bateau en bois. Le vendeur l'enveloppa dans du papier journal. Il était 10h17 du matin. Sylvie avait dit qu'elle reviendrait dans un instant. Un instant, c'est 10, 15 minutes maximum. J'attendis. Le soleil chauffait le pavé. Je sentais la sueur couler le long de mon dos, sous ma chemise de lin. J'ôtai mon chapeau. Je m'essuyai le front avec un mouchoir. 10h35. Sylvie ne revenait pas. Je me mis à consulter ma montre toutes les 2 minutes. 10h37. 10h42. 20 minutes s'étaient déjà écoulées. Peut-être la file d'attente des toilettes était-elle longue. Peut-être s'était-elle sentie mal. Les femmes ont ces choses-là. Des problèmes d'estomac. Des trucs qu'on ne comprend pas. J'essayais de me calmer. Je fis quelques pas entre les étals voisins, la cherchant du regard, sa robe blanche à fleurs. Elle aurait dû être facile à repérer, mais je ne la voyais pas. Je demandai à une vendeuse de chapeaux. « Excusez-moi, n'auriez-vous pas vu passer une dame en robe blanche? Une cinquantaine d'années? Cheveux châtains. » La dame secoua la tête. « Non, monsieur, il y a beaucoup de monde ici. » Je demandai à un autre vendeur. Pas plus de succès. Mon cœur commença à battre un peu plus vite. Ce n'était pas encore la panique, juste de l'inquiétude. Peut-être Sylvie s'était-elle perdue. Peut-être me cherchait-elle. Je retournai à l'endroit où nous nous étions séparés. J'attendis là, immobile comme une statue, pour qu'elle me trouve à son retour. 10h50, 50 minutes. Ce n'était plus normal. Je me dirigeais vers l'endroit où elle avait indiqué les toilettes publiques. Je trouvai le bâtiment. C'était une vieille bâtisse en ciment, peinte d'un blanc sale. Il y avait une file d'attente, des touristes, des femmes du coin avec leurs sacs de marché. Je m'approchai d'une dame qui attendait. « Excusez-moi, pourriez-vous me rendre un service? Je cherche ma fille. Elle est entrée aux toilettes il y a environ 1 heure. N'auriez-vous pas vu une dame en robe blanche ?» La dame parut confuse. « Il y a 1 heure? Eh bien non, monsieur. Je suis là depuis 20 minutes et je n'ai vu personne en robe blanche. » Je lui demandai un autre service. « Pourriez-vous vérifier si elle est à l'intérieur? S'il vous plaît, je suis inquiet. » La dame fut aimable. Elle entra dans les toilettes. Elle en ressortit 1 minute plus tard. « Il n'y a personne en robe blanche, monsieur. Juste 2 jeunes filles qui se recoiffent. » Quelque chose de froid me parcourut le corps, comme de l'eau glacée dans les veines. « Vous êtes sûr? Sûr? Monsieur, voulez-vous que je demande si quelqu'un l'a vue? S'il vous plaît. » Elle rentra de nouveau, ressortit. Personne ne l'avait vue. 11h05 du matin. La première vague de panique réelle me submergea. Ma fille avait disparu. Elle était dans une ville qu'elle ne connaissait pas, dans un pays étranger. Et si quelque chose lui était arrivé? Et si quelqu'un l'avait enlevée? Cette cité portuaire est belle, mais elle recèle aussi des dangers. Tout le monde le sait. Je me mis à marcher plus vite, scrutant chaque étal, interrogeant chaque personne que je croisais. Personne n'avait vu une dame en robe blanche, la cinquantaine, aux cheveux châtains et aux grandes lunettes de soleil. C'était comme si la terre l'avait engloutie. Je retournai vers les toilettes, puis je fouillai les rues avoisinantes. Rien. Mon cœur battait désormais comme un tambour de guerre. Boum, boum, boum. Si fort que j'en sentais le pouls dans mes tempes. Je me mis à transpirer davantage, et pas seulement à cause de la chaleur. C'était une sueur froide, celle de la peur, pensai-je.
Et si elle était tombée malade, étendue quelque part? Si elle avait eu un malaise? Je devais la retrouver. Je devais retrouver ma petite, ma princesse, ma Sylvie. Il était 11h20. 1h05 s'étaient écoulées depuis son départ. J'ôtais mon chapeau de Panama pour m'éventer, mais cela ne servait à rien. La chaleur était étouffante. Ma chemise de lin était trempée, collée à mon dos. J'avais du mal à respirer. Ma poitrine se serrait. C'était mon cœur. Allais-je faire un autre malaise? Non, je ne pouvais pas. Pas maintenant. Je devais retrouver Sylvie. Je pris de profondes inspirations. Une fois, 2 fois, 3 fois. Je me forçais à me calmer, à penser logiquement. Et si elle était retournée au bateau? Bien sûr, c'était ça. Peut-être m'avait-elle cherché, ne m'avait pas trouvé, et avait pensé que j'étais déjà revenu à bord. Elle serait donc allée là-bas. Cela avait du sens, un sens parfait. Je me sentis mieux. La panique diminua légèrement. Le bateau. Je devais aller au bateau. Sylvie y serait, inquiète, à ma recherche. Peut-être même en colère parce que je n'étais pas là où je devais être. Je me mis en route vers le port. Le port était à 20 minutes de marche. Je m'en souvenais car j'avais vu le panneau en descendant. Port à 1,5 km. 21 minutes si l'on marchait normalement. Mais je ne marchais plus normalement. J'avais 78 ans et mes genoux me faisaient enlever de souffrir. Il était 11h45. J'étais à mi-chemin du port quand elle apparut. Helena, une dame du bateau de croisière, me vit marcher vite, presque courir, trempée de sueur. « Monsieur, vous cherchez quelqu'un? Je vous ai vu tout à l'heure avec une femme au marché. » Je m'arrêtai. Le soulagement de voir un visage familier était si intense que j'en eus presque les larmes aux yeux. « Oui, ma fille, elle est allée aux toilettes il y a 1h30. Je ne la trouve pas. Je crois qu'elle est retournée au bateau. J'y vais. » Helena me regarda et son visage changea. Elle devint sérieuse, sortit son téléphone portable et consulta l'heure. « Monsieur, vous êtes passager de l'Estrella del Caribe? »« Oui, oui, c'est pour ça que je me dépêche. Sylvie m'attend sûrement là-bas. » Helena déglutit, puis posa une main sur mon bras. Sa voix sonnait étrangement, effrayée. « Monsieur, ce bateau appareille dans 15 minutes. » Le monde s'arrêta. 15 minutes, 15 minutes. Non, ce n'était pas possible. Je regardais ma montre. 11h47. Le bateau partait à midi, toujours à midi. Il l'avait annoncé hier. Il restait 13 minutes, et j'étais à 21 minutes du port. Non, 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 monsieur, il faut courir maintenant. Helena se mit à courir. J'essayais de la suivre. Je courus. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que j'avais couru. 10 ans? 15 ans? Mes poumons brûlaient. Mes genoux protestaient à chaque pas. Mon cœur battait si vite que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Les gens nous regardaient étrangement. Un vieil homme et une vieille femme courant comme des fous dans les rues de la ville. Helena se retourna. « Allez, monsieur, vous pouvez le faire. » Mais je ne pouvais pas. Mes jambes ne répondaient plus. Je m'arrêtai, penché en avant, les mains sur les genoux, essayant de reprendre mon souffle. Helena revint en courant vers moi. « Non, je n'en peux plus, dis-je. Elle ne me laisserait pas ici. Ma fille ne ferait pas ça. » Helena me regarda avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. Pitié? Horreur? Compréhension? « Monsieur, nous devons essayer, » dit-elle. « Allons-y. » Elle me prit par le bras. Nous marchâmes vite, aussi vite que je le pouvais. Nous tournâmes un coin de rue, puis un autre. Le port était déjà visible. Je voyais des bateaux, beaucoup de bateaux. Lequel était le nôtre? L'Estrella del Caribe devait être là. Nous pénétrâmes dans la zone portuaire. Des gardes de sécurité, des touristes avec leurs valises, des vendeurs de souvenirs de dernière minute. Je cherchais du regard. Où était-il? Helena pointa du doigt. Là. Je vis un grand paquebot blanc s'éloigner du quai. Lentement, très lentement, mais il s'éloignait. Sur la poupe, le nom s'affichait en lettres bleues, Estrella del Caribe. Non, ce n'était pas possible. Je courus les derniers 2 mètres jusqu'au bord du quai. « Attendez, je suis un passager !» criai-je de toute la voix qu'il me restait. « Sylvie, Marc, je suis là !» J'agitais les bras. Le bateau continuait de s'éloigner, lent,
inexorable, comme la mort, comme l'oubli. 15 minutes. Si seulement nous avions eu 15 minutes de plus. Mais nous ne les avions pas eues. Et ma fille ne m'avait pas laissé ici. Elle ne ferait pas ça. Ce n'était pas possible. Cela devait être une erreur, une terrible, terrible erreur. Un vendeur de noix de coco cria « Attention, vieux monsieur !» Je continuais de courir, incapable de m'arrêter. Si je m'arrêtais, je perdais le bateau. Si je perdais le bateau, je perdais ma famille, même si, au fond, je l'avais déjà perdue sans encore le savoir. Helena courait à mes côtés. « Allons, monsieur, il ne reste plus beaucoup, » dit-elle. Elle avait 62 ans, mais elle était en meilleure forme que moi. Ses jambes se mouvaient avec agilité, sa respiration était plus contrôlée. Moi, je trébuchais, haletant comme un vieux chien. « Monsieur, attendez, je vous suis !» me cria-t-elle en me voyant prendre trop d'avance. Mais je ne pouvais pas attendre. Il n'y avait pas de temps. L'horloge affichait 11h50. 10 minutes. Il restait 10 minutes avant que le bateau ne lève l'ancre. 10 minutes et nous étions à 15 minutes de distance. Les chiffres ne concordaient pas, mais les chiffres n'ont jamais arrêté un père désespéré. Je continuais de courir. Mon chapeau Panama tomba. Je ne m'arrêtais pas pour le ramasser. Qu'il reste là. Que celui qui le veut le prenne. J'avais juste besoin d'atteindre le bateau. 11h51. Mon pied s'accrocha à une pierre lâche du pavé. Je tombai à genoux, les mains en avant pour amortir le choc. La paume droite se râpa contre le ciment rugueux. Ça brûlait. Je vis du sang. Pas beaucoup, mais du sang. Helena arriva en courant. « Monsieur, vous allez bien ?» Je me relevai. Mes genoux me faisaient mal, mais ils fonctionnaient. « Je vais bien. Allons-y, continuons. » Maintenant, je boitais un peu. Mon genou droit protestait chaque fois que je le pliais. Un grand touriste allemand blond me regarda, inquiet. Il dit quelque chose dans sa langue. Je ne compris pas. Je continuai d'avancer. Un vendeur de chapeaux cria « Vieux monsieur, attention, vous allez vous tuer !» Peu importait. Je préférais mourir en courant que de rester ici seul, abandonné comme un chien au bord de la route. 11h53. Je m'arrêtai. Je devais le faire. Mes jambes ne répondaient plus. Je me penchais, les mains sur les genoux, essayant de faire entrer de l'air dans des poumons qui refusaient de le recevoir. Tout me faisait mal. Tout. Même mes os me faisaient mal. Ma poitrine se serrait. C'était une crise cardiaque. S'il vous plaît, mon Dieu, pas maintenant. Je ne pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Les mots sortaient entre des halètements. Helena me posa la main dans le dos. « Vous pouvez, monsieur. Allons-y, il ne reste plus beaucoup. Regardez, le port est là. » Elle montra du doigt devant. Effectivement, je vis les grues, les mâts des bateaux. Nous étions proches, très proches. Je pris 3 grandes respirations. Je me forçai à me redresser. Mon corps criait « non ». Mais mon cœur, ce vieux muscle têtu qui aimait encore ses enfants, disait oui. Nous continuâmes à marcher vite. Je ne pouvais plus courir, mais je marchais aussi vite que possible. 11h58. Nous arrivâmes à l'entrée du port. Il y avait une grille, un agent de sécurité en uniforme bleu. « Vous laissez passer ?» demanda-t-il d'un ton blasé. « Je suis un passager. Le bateau part, dis-je. » Helena montra son laissez-passer. Le garde le vérifia. « Vous pouvez passer, madame. Et vous, monsieur ?» Je cherchais dans mes poches la carte de cabine. Où était-elle? Poche droite du pantalon? Non. Gauche? Non. Poche de la chemise? Non plus. Je l'avais laissée sur le bateau. Elle était dans mon sac à dos. Le garde fit non de la tête. « Sans laisser passer, vous ne pouvez pas entrer. » Helena intervint. « C'est un passager de l'Estrella del Caribe. Il est en train de partir maintenant. » Le garde regarda sa montre. « Madame, ce bateau part à midi. Il est 12h02. L'embarquement est terminé. Mais il est là, sans laisser passer. Il n'entre pas. » Helena me regarda, prit une décision. « Venez, » dit-elle en me tirant. Nous passâmes par un côté où il y avait une ouverture dans la clôture. 12h01. Nous courûmes sur le quai. Il y avait plusieurs bateaux amarrés. Lequel était le nôtre? Tous se ressemblaient, blancs, énormes, comme des bâtiments flottants. « Lequel est-ce » demanda Helena.
Je cherchais du regard l'Estrella del Caribe. Où était le nom? Là, à la poupe de l'un d'eux, plus loin, lettre bleue, Estrella del Caribe. C'était celui-là. Mais quelque chose n'allait pas. Le bateau n'était pas collé au quai. Il y avait de l'eau entre le bateau et nous. 3 mètres, 5 mètres. Le bateau s'éloignait lentement, mais il s'éloignait. Nous courûmes vers lui. Mes poumons ne pouvaient être plus, mais je courais. Nous arrivâmes au bord du quai, juste au moment où le bateau était à 10 mètres de distance. Un agent portuaire était en train d'enrouler les cordes. Monsieur, je suis un passager. Monsieur, le bateau de croisière a déjà fermé l'embarquement. Je suis désolé. 12h03. Je m'arrêtai au bord du quai. Le bateau s'éloignait lentement, comme au ralenti, comme dans un cauchemar. Je pouvais voir le pont. Il y avait des gens là-haut, des touristes qui disaient au revoir au port. Sylvie était-elle là? Marc était là. Je levai les bras. Mes enfants? Criai-je de toute la voix qu'il me restait. Sylvie! Marc! Je suis là! Ils ne m'ont pas vu! Je suis revenu! Ma voix se brisa sur le dernier mot. Je criai de nouveau. Raphaël, je suis là! C'est moi, votre père. Je continuai d'agiter les bras. Peut-être me verrait-il, peut-être le capitaine pouvait-il revenir. Les bateaux peuvent revenir, n'est-ce pas? Il suffit de leur dire. Helena était à mes côtés. Elle aussi criait, elle aussi agitait les bras. Mais le bateau continuait de s'éloigner. 20 mètres, 30 mètres, 50 mètres. Sur le pont du bateau, quelqu'un me vit. C'était un enfant. Des cheveux bruns en bataille. Mathias, mon petit-fils, était penché à la rambarde du pont 5. Il me vit. Je savais qu'il me voyait parce qu'il leva la main. Il pleurait. Je voyais les larmes briller sur son visage d'ici. Il leva la main, comme pour dire adieu ou pour demander pardon. Gabriella apparut derrière lui posa les mains sur les épaules, le tira en arrière. Je la vis lui dire quelque chose. Je n'entends pas ce qu'elle dit, mais je sais qu'elle lui intime « Ne regarde pas, entre tout de suite, ce n'est pas ta faute ». Mathias disparaît à l'intérieur. Gabriella reste une seconde de plus. Elle me regarde droit dans les yeux. Nos regards se croisent à travers les 50 mètres d'eau salée. Elle ne lève pas la main, ne fait aucun geste, elle se contente de me fixer. Puis elle tourne les talons et s'en va comme si de rien n'était. Quelque part sur ce navire, dans la passerelle de commandement, le capitaine Humberto Salazar se tient devant les commandes. Il tient ses jumelles à la main. Il regarde vers le quai, vers moi. Me voit-il? Je sais qu'il me voit. Je vois sa main se diriger vers la radio. Sa main tremble, puis s'arrête. Quelqu'un lui dit quelque chose. C'est un officier plus jeune qui pointe du doigt un écran. Le capitaine baisse la main, range ses jumelles. Il donne un ordre. Le navire accélère légèrement. Il ne se déplace plus lentement. Maintenant, il avance avec détermination, avec intention. Le capitaine m'a vu. Le capitaine sait, mais il ne fait rien. Il ne donne pas l'ordre de revenir, n'envoie pas de chaloupe, ne fait rien, absolument rien. Et je comprends que ce n'est pas un malentendu, c'est une décision. Mes jambes ne me soutiennent plus. Je m'effondre. Je tombe à genoux sur le ciment chaud du quai. Helena essaie de me retenir, mais je suis trop lourd. Je tombe quand même. Mes genoux heurtent violemment le sol. Je ne sens pas la douleur, seulement un vide immense dans ma poitrine, comme si on m'avait arraché le cœur à main nue. Le bateau est déjà à 100 mètres, puis 200. Il rapetisse. Un point blanc sur l'azur de la mer. C'est fini, monsieur, c'est fini. Helena s'agenouille à mes côtés, m'embrasse. Elle sent le parfum de vanille et la sueur. Elle pleure. Une inconnue pleure pour moi. Je ne peux pas encore pleurer. Je suis sous le choc. C'est comme si mon cerveau ne pouvait pas traiter ce qui venait de se produire. Ma famille vient de me laisser dans un pays étranger, sans papier, sans argent, sans rien. Alors je me souviens de mon téléphone portable. Je peux les appeler. Je peux leur expliquer que je n'ai pas pu monter à bord. Ils vont comprendre. Ils vont parler au capitaine. Ils vont arranger ça. Je plonge la main dans la poche droite de mon pantalon. Vide. Poche gauche, vide. Poches arrière vides. Je cherche mon portefeuille.
Il n'est pas là non plus, pourtant je l'avais. Il contenait les 50 $ restants. Je cherche dans la poche de ma chemise. Rien. Tout est dans mon sac à dos, dans la cabine, sur le bateau qui s'éloigne. Mon passeport, mon argent, mon téléphone, ma carte d'identité, tout. Tout ce qu'il me reste, ce sont le pantalon et la chemise que je porte, le sang séché sur ma main droite, et une vieille femme à terre qui pleure avec moi. Et là, avec le goût de bile dans la bouche et le cœur brisé en 1000 morceaux, j'ai compris que ce n'était pas une erreur, c'était un plan. Et j'avais été l'idiot qui l'avait suivi comme un agneau à l'abattoir. 12h15 de l'après-midi. Je suis assis dans un bureau portuaire qui sent le vieux papier et le café brûlé. Je tremble. Je ne sais pas si c'est à cause du choc ou si j'ai froid malgré la chaleur. Un homme corpulent, moustachu, en chemise à manches courtes, me regarde de derrière un bureau encombré de dossiers. Il a l'air fatigué, blasé, comme s'il avait vu trop de choses étranges. « Voyons, monsieur, racontez-moi ce qui s'est passé. » Ma voix sort rauque. « Je suis Jules Montalvan Robledo, passager de l'Estrella del Caribe, cabine 412. Je suis descendu au port avec ma fille. Elle est allée aux toilettes et n'est pas revenue. Quand je suis arrivé sur le quai, le bateau avait déjà levé l'ancre. J'ai besoin que vous les contactiez. Ma famille est là-bas. Ils ont mes affaires, mes papiers. » L'homme hoche la tête, l'air ennuyé. Il a entendu 1000 histoires de touristes étourdis. Il tape sur son vieil ordinateur. Les touches claquent bruyamment. Clac, clac, clac. Comme au commissariat il y a 2 jours. Où était-ce il y a 2 heures? Je ne sais plus. Le temps n'a plus aucun sens. Montalvan Robledo. Il tape. Pause. Il fronce les sourcils. Il tape encore. Il n'apparaît pas, monsieur? Mon cœur fait un bond. Comment ça, il n'apparaît pas? Le système n'enregistre aucun Montalvan Robledo comme passager de l'Estrella del Caribe. Je secoue la tête. C'est impossible. Vérifiez bien. Montalvanrobledo. Il tape à nouveau lentement, comme s'il me faisait une faveur. Il n'apparaît pas, monsieur. Elena s'approche du bureau. Il doit y avoir une erreur. Je l'ai vu sur le bateau. Il dînait avec sa famille. Le bureaucrate soupire. Avec qui voyagez-vous, monsieur? Avec mon fils Marc Montalvan. C'est lui qui a réservé la cabine. L'homme tape. Marc Montalvan. Oui, le voici. Cabine 412. Je ressens un soulagement. Il l'a trouvé, vous voyez? C'est lui. Mais selon le système, Marc Montalvan voyage avec son épouse Gabriela Montalvan et son fils Mathias Montalvan. 3 passagers, personne d'autre. Ces mots me tombent dessus comme des pierres. 3 passagers. Je suis le 4e. Ou devrais l'être. Ce n'est pas possible. Je voyageais avec eux. Nous partagions les repas. J'ai dormi 2 nuits sur ce bateau. Le bureaucrate me regarde avec une expression qui dit qu'il a déjà entendu ça. Monsieur, peut-être étiez-vous passager d'une autre cabine? Avez-vous bien vérifié votre carte d'embarquement? Silence. Un silence lourd qui m'écrase la poitrine. Et moi, ma voix est petite, comme celle d'un enfant perdu. Où suis-je, moi, dans le système? L'homme examine à nouveau l'écran. Il fait défiler vers le haut, vers le bas. Vous n'êtes pas enregistré, monsieur. Je suis désolé, vous n'êtes pas enregistré. Ces mots résonnent dans ma tête. Je ne suis pas enregistré. Comme si je n'avais jamais existé. Comme si les 2 nuits passées dans cette maudite petite cabine n'avaient été qu'un rêve. Comme si les dîners avec mes enfants n'avaient été qu'une invention. Elena pose sa main sur la mienne, sur le bureau. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur dans le système. Ces vieux ordinateurs tombent parfois en panne. Le bureaucrate s'offense. L'ordinateur fonctionne parfaitement, madame. Elena insiste. Je l'ai vu. J'ai vu ce monsieur sur le bateau. Nous prenions le petit déjeuner à des tables voisines. Je l'ai vu avec ses enfants. Le bureaucrate hausse les épaules. Alors peut-être était-il passager d'une autre cabine et s'est-il trompé. Mon sang bouillonne. Je ne me suis pas trompé. J'ai dormi dans la 412. Mon sac à dos est là, mon passeport, mon téléphone portable, tout. Avez-vous une preuve de paiement, un reçu, un email de confirmation? Je pense, bien sûr, à la preuve.
Oui, j'ai payé une partie du voyage. Mes enfants m'avaient invité, mais j'avais insisté pour payer ma part. J'ai transféré 5 000 $ à mon fils Marc il y a un mois pour couvrir mon billet et mes dépenses. Le bureaucrate lève les sourcils. Vous avez la preuve de ce virement? Par réflexe, je plonge la main dans ma poche. Puis je me souviens, vide. Tout est vide. C'est sur mon téléphone portable. La preuve est arrivée par message. Je l'ai gardée. Mais mon téléphone est sur le bateau, dans mon sac à dos, dans la cabine que vous dites maintenant ne pas être la mienne. Le bureaucrate ferme les yeux un instant, comme pour implorer la patience. Monsieur, sans document, sans preuve de paiement, sans enregistrement dans le système, je ne peux rien faire légalement. Vous n'êtes pas passager de ce bateau. Je ressens une nausée, une vague qui monte de l'estomac à la gorge. Je me lève en titubant, cherche des toilettes, il n'y en a pas. J'aperçois une poubelle dans le coin. J'y vomis de l'eau et de la bile. Je n'ai rien mangé depuis le petit déjeuner. Elena me soutient. Elle me nettoie la bouche avec un mouchoir en papier qu'elle trouve dans son sac. Calmez-vous, monsieur. Je me rassois sur la chaise. Je tremble davantage. Elena s'adresse au bureaucrate. S'il vous plaît, pouvez-vous me montrer la liste complète des passagers? Peut-être y a-t-il une erreur dans le numéro de cabine. Peut-être est-il enregistré dans une autre chambre. L'homme soupire, mais accepte. Il imprime une feuille. 3 pages. Elena les examine, ses yeux parcourant, nom par nom. Elle passe ses doigts sur la liste. Je la regarde avec espoir. Elle va me trouver. Elle doit me trouver. Première page. Rien. Deuxième. Rien. Troisième. Rien. Elena lève les yeux, me regarde avec horreur. Il n'est pas là. Je lui arrache les feuilles, les lis moi-même, cherche mon talvan. Il y a Marc, Gabriella, Mathias, mais Jules, il n'y a aucun Jules. Je lis encore et encore, comme si à force de regarder, mon nom allait apparaître par magie. Le bureaucrate s'éclaircit la gorge. Monsieur, selon ce système, vous n'avez jamais été sur ce bateau. Jamais été. Jamais. Les mots n'ont aucun sens, mais en même temps, ils ont tout le sens du monde. Ils m'ont effacé. Mon propre fils m'a effacé du registre. Quand? Comment? Depuis quand planifiait-il cela? Je pense au jour où il m'a invité. Papa, nous allons faire une croisière tous ensemble. Je pense à la façon dont il a insisté pour tout prendre en charge. Ne t'inquiète de rien, papa. Je fais la réservation. Toi, prépare juste ta valise. Je pense au virement de 5 000 $ que j'ai fait. De l'argent dont je ne peux plus prouver que je l'ai donné. De l'argent qui a disparu comme moi. Elena me prend le bras. Allons dehors, monsieur. Vous avez besoin d'air. Je sors en titubant. Le soleil m'aveugle. Devant le bureau, il y a un banc de ciment. Je m'assois. Elena s'assied à côté de moi. Une poubelle est juste à côté. Je me penche et vomis encore. De la bile pure, amère comme ma vie à présent. Elena me frotte le dos. Ça va, calmez-vous. Je ne peux pas me calmer. Je tremble comme si j'avais de la fièvre. Ils m'ont effacé. Ma voix est brisée. Mes propres enfants m'ont effacé du système comme si je n'existais pas, comme si je n'avais jamais été là. Elena ne dit rien. Que pourrait-elle dire? Il n'y a pas de mots pour cela, pas de consolation pour une telle trahison. Je m'essuie la bouche avec le dos de la main qui porte encore le sang séché de ma chute en courant. Je regarde le sang. Je regarde mes vieilles mains, ridées, tachées. Les mains qui ont construit des bateaux, qui ont serré mes enfants dans leurs bras, qui ont travaillé 50 ans pour tout leur donner. Et ils m'ont effacé. Elena sort son téléphone portable, cherche quelque chose. Je vais prendre des photos de tout ça, du port, de vous, de tout. Ça ne peut pas rester comme ça. Elle prend des photos. Je ne me retourne même pas. Je regarde la mer, l'eau bleue qui semble si tranquille d'ici. Le bateau n'est plus visible. Il est parti. Il a emporté ma famille. Il a emporté mon identité. Il a emporté les 4 dernières années de ma vie passées à attendre que le testament soit ouvert pour que nous puissions être tous ensemble à nouveau. Pour ça, pour qu'il m'abandonne dans un port étranger. Elena finit de prendre des photos. Elle se rassoit.
Monsieur Jules, nous allons arranger ça. Nous allons aller au consulat. Ils peuvent vous aider, vous donner des documents temporaires, contacter votre famille. J'acquiesce sans force, mais je connais la vérité. Là, avec ce goût amer de bile dans la bouche et le cœur en miettes, j'ai compris que ce n'était pas une erreur, mais un plan parfait. Et j'avais été l'idiot qui l'avait suivi jusqu'au bout. Je suis resté assis sur ce banc de ciment, je ne sais combien de temps, 1 heure ou peut-être 5 minutes. Le temps n'avait plus le même sens. Elena passait des appels. Elle parlait vite, dans un espagnol aux sonorités locales. J'entendais des mots, consulat, ambassade, urgence, vieil homme abandonné. Vieil homme abandonné. C'était ce que j'étais, désormais. Un vieil homme abandonné. Je n'étais plus Jules Montalvan Robledo, constructeur de navires, propriétaire de chantier naval, père de 3 enfants, grand-père d'un. J'étais un vieil homme abandonné, sans nom, dans un port du Sud, sans documents pour prouver mon identité, sans argent pour m'acheter ne serait-ce qu'un verre d'eau, sans famille pour me chercher, sans personne, sauf cette femme colombienne de 62 ans qui ne me connaissait pas du tout, mais qui était là, au téléphone, se battant pour moi, pleurant pour moi. Et je pensais que, peut-être, le sang n'était pas aussi important qu'on le disait. Peut-être que la famille n'était pas celle qui vous avait donné la vie. Peut-être que la famille était celle qui restait quand tous les autres partaient en bateau. Il était 6 heures du soir. Elena me conduisit à un foyer. C'était un vieil immeuble aux murs jaunes écaillés. Ça sentait l'humidité et le détergent bon marché. « Restez ici cette nuit, monsieur Jules. Demain, nous verrons ce qu'il faut faire. » Elle me trouva un lit dans une chambre partagée avec 5 autres hommes. Je m'assis sur le matelas fin. Les ressorts grinçaient. Elena m'apporta un verre d'eau. « Tenez, vous devez vous hydrater. » Je bus sans envie. L'eau avait un goût de chlore. Elle s'assit à mes côtés. « Je reviendrai tôt demain. Ça ira ?» J'acquiesçais. Mensonge. Ça n'irait pas. Je n'irais plus jamais bien. Mais elle devait partir. Elle avait déjà fait bien trop pour moi. Elena me serra la main et s'en alla. À 7h30 du soir, Elena réapparut avec un téléphone portable emprunté. C'était celui de la propriétaire du foyer. Elle a dit que vous pouviez passer un appel. Je me demandais qui appelait. Mes enfants m'avaient abandonné. Je n'avais pas parlé à la plupart de mes amis depuis des années. Puis je me souvins du docteur Armando Cisneros, mon vieil ami, l'ami de Joséphine. Il saurait quoi faire. Elena composa le numéro que je lui dictais. Elle attendit. Elle mit le haut-parleur. Ring, ring, ring. Messagerie vocale. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Elle raccrocha. Recompensa. Même résultat. Voulez-vous essayer un autre numéro? Je secouai la tête. Il n'y avait personne d'autre. Littéralement, personne d'autre au monde qui puisse m'aider. Elena emporta le téléphone. Demain, nous essaierons à nouveau. 8 heures du soir. Je ne pouvais pas rester ici. Cette chambre m'étouffait. Les autres hommes ronflaient. L'un sentait l'alcool, l'autre toussait sans arrêt. Je me levai, sortis dans la rue. L'air nocturne était plus frais. Je marchais sans but. Je finis par arriver dans le quartier des Merveilles. C'était magnifique, malgré ma douleur. Des murs peints de couleurs vives, jaune, orange, turquoise. Des fresques géantes, des fleurs aux fenêtres. De la musique s'échappait des bars, salsa, vallenato. Des jeunes riaient, dansaient, des couples se tenaient la main, des familles dînaient aux tables des restaurants en plein air. La vie, tant de vie autour de moi, et moi, mort à l'intérieur, marchant comme un fantôme parmi les vivants. 8h45. Je m'assis sur les marches d'une église fermée. Je regardais les gens passer. Un jeune homme, avec un appareil photo professionnel, photographiait des touristes. Il leur demandait 10 000 unités de la monnaie locale par photo. Il avait environ 28 ans, les cheveux noirs, longs, attachés en queue de cheval, une barbe de quelques jours. Il portait un t-shirt noir et un jean déchiré. Il me regarda, continua avec son client, puis me regarda à nouveau. Il termina avec le touriste, rangea son argent et marcha vers moi. Il s'arrêta à 3 mètres, me fixant. « Monsieur Jules !» Sa voix tremblait. Je levai la tête.
Il me connaissait. Le jeune homme s'approcha. C'est bien vous, Jules Montalvan, de Val-des-Sources? Mon cœur battit plus vite. Oui, c'est moi. Qui êtes-vous? Le jeune homme s'agenouilla devant moi. Ses yeux étaient pleins de larmes. Je suis Miguel Ángel Restrepo. Mon père, mon père a travaillé dans votre chantier naval. Vous lui avez sauvé la vie. Le monde s'arrêta. Restrepo. Hector Restrepo, l'homme de l'explosion. Hector, murmurai-je. Miguel hocha la tête. Oui, monsieur. Hector Restrepo était mon père. Il utilisa le passé. Était. Miguel s'essuya les yeux. Il est mort il y a 2 ans. Un cancer. Mais jusqu'à son dernier jour, il a parlé de vous. Il disait « Miguel, si un jour tu vois monsieur Jules, rembourse-lui notre dette. Notre famille lui doit tout. » Je me mis à pleurer. Je ne pouvais pas l'éviter. Miguel me serra dans ses bras. Là, sur les marches de cette église, je pleurais dans les bras d'un inconnu qui était le fils d'un ami mort. Miguel s'assit à mes côtés, sortit son téléphone portable, me montra des photos. « C'est mon père, vous vous souvenez de lui ?» Je vis Hector, plus âgé, avec des cheveux gris mais souriant. J'avais 5 ans quand l'explosion s'est produite. Je ne me souviens pas de grand-chose, mais papa me racontait l'histoire tout le temps. Comment vous avez couru vers le feu? Comment vous l'avez sorti en le portant? Comment vous avez payé tout l'hôpital? Comment maman et moi avons mangé grâce à vous pendant que papa ne pouvait pas travailler? Miguel fit défiler d'autres photos. Hector au chantier naval. Hector avec sa famille. Il nous parlait toujours de vous. Il disait que vous étiez l'homme le plus noble qu'il ait connu, que nous vous devions la vie. Je m'effondrais de nouveau. Votre père était un homme bon, un grand homme. Miguel me regarda attentivement. Il vit mes vêtements sales, mes mains écorchées, mes yeux gonflés. « Monsieur Jules, que faites-vous ici à Port-Libre seul ?» Là, je m'écroulais complètement. Je lui racontais tout. La croisière, l'invitation, l'abandon, le navire qui était parti, mon nom effacé du système, mes documents perdus, ma famille qui m'avait jeté comme une ordure. Miguel écouta en silence, son visage se transformant. D'abord la confusion, puis le choc, et enfin une fureur si intense que ses mains tremblaient. Ses propres enfants. J'acquiesçais. Ses propres enfants. Miguel se leva et fit les 100 pas. Non, 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 non. Cela ne peut pas rester ainsi. Cela ne doit pas rester ainsi. Il s'arrêta et me regarda. « Monsieur Jules, me permettez-vous de prendre quelques photos ?» J'hésitais. « Des photos? Pourquoi faire ?» Miguel s'agenouilla de nouveau. « Je vais publier cela sur mes réseaux. J'ai beaucoup d'abonnés, je suis photographe. Mon travail est très partagé. Le monde doit savoir ce qu'ils vous ont fait. Il faut que justice soit faite. » Je secouai la tête. « Je ne veux pas causer de problème. Ce sont mes enfants. » Miguel me prit par les épaules. « Monsieur Jules, ils vous ont abandonné, ils vous ont effacé, ils vous ont laissé sans rien. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la cruauté. » Il avait raison, je le savais, mais c'étaient mes enfants. Pendant 78 ans, on m'avait appris que la famille était sacrée. Comment briser cela? Miguel insista. « Monsieur Jules, vous avez donné un père à ma famille. Laissez-moi vous rendre justice. » J'acquiesçai, sans force. « Faites ce que vous croyez juste. » Miguel leva son appareil photo. « Ne posez pas, soyez juste vous-même. » Il prit des clichés. Moi, assis sur les marches, mes mains écorchées, ma chemise sale, mon visage de 78 ans qui en paraissait 90, mon regard perdu. Clic, clic, clic. Miguel vérifia les photos sur son appareil. Parfaites, ces photos parleront plus que 1000 mots. Il rangea son appareil et m'aida à me relever. « Venez, monsieur Jules. Je vais vous emmener dans un endroit meilleur que cet abri. J'ai un ami qui tient un petit hôtel. Je vais leur expliquer. Vous allez y rester. Je n'ai pas d'argent pour... Je paie. Pour mon père, pour vous, pour ce qui est juste. » Miguel me conduisit à un petit hôtel propre, parla avec le propriétaire et lui expliqua la situation. Le propriétaire acquiesça, compréhensif. « Bien sûr, pas de problème. » On me donna une petite chambre, propre, avec une salle de bain privée.
Miguel m'acheta de la nourriture dans un restaurant voisin, de la soupe et du pain. Mangez, monsieur Jules. Demain, cela va changer, je vous le promets. Je mangeais. La soupe était chaude, réconfortante. Mon premier repas décent en 2 jours. Miguel prit congé. Je vais publier les photos tout de suite. Demain matin, je viendrai vous voir. Il partit. Je restai seul dans cette chambre. Je pris une douche. L'eau chaude me fit pleurer. Je m'allongeai de nouveau sur le lit. Il était confortable, trop confortable pour un homme qui ne méritait rien. Je fermai les yeux. Je ne savais pas que cette photo, cette image de moi, assis sur les marches, sale, perdu, brisé, allait tout changer. Elle allait être mon salut et leur condamnation. Je ne dormis pas cette nuit-là. Je regardais le plafond, comptant les taches d'humidité. 27. Je pensais à Joséphine, à ce qu'elle dirait si elle savait. Mon amour, ne pleure pas. Lève-toi, batte-toi. Elle avait toujours été plus forte que moi. Je pensais à Mathias pleurant sur le pont du navire. Mon petit-fils qui savait et n'avait rien pu faire. Je pensais au capitaine qui m'avait vu et n'avait rien fait. Je pensais à Gabriella faisant des signes d'accord dans le couloir. Tout était planifié, tout était calculé. Et moi, vieux fou, croyant que mes enfants m'aimaient, croyant que le sang était plus fort que l'argent. Je m'étais trompé. L'argent gagne toujours, toujours. Dehors, quelque part sur Internet, Miguel était en train de télécharger des photos, d'écrire mon histoire, d'allumer une mèche qui allait exploser au visage de mes enfants. Jour 2, 8 heures du matin. Je fus réveillé par des coups à la porte. C'était Miguel. Il apportait du café et des viennoiseries. « Monsieur Jules, il faut que vous voyiez ça. » Il sortit son téléphone portable et me montra ma photo sur les marches. Elle était accompagnée d'une longue légende. Je lus « Cet homme s'appelle Jules Montalvan. Hier, ses enfants l'ont abandonné à Port-Libre. Il a 78 ans. Il a construit des bateaux toute sa vie. Il a sauvé mon père et maintenant, il est seul, sans documents, sans argent, sans rien. Partagé, le monde doit savoir. Justice pour Jules. » Je regardais les chiffres en dessous. 3000 partages, 1000 commentaires. « Je l'ai mise en ligne il y a 6 heures, dit Miguel. Ça ne fait que commencer. 10 heures du matin. » Miguel revint. « Monsieur Jules, regardez le nombre maintenant. » Il affichait 50 000 partages. 50 000. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait. Miguel m'expliqua. 50 000 personnes ont partagé votre histoire. Il y a des commentaires du Mexique, de Colombie, d'Argentine, d'Espagne. Tout le monde est furieux. Il me montra des commentaires. Comment peuvent-ils faire ça à leur propre père? Mes enfants sont ma vie. Je ne comprends pas ces gens, qu'ils pourrissent en enfer. Où sont-ils? Donnez leur nom. Miguel sourit. Je ne donne pas encore de nom, mais s'ils ne réagissent pas, je le ferai. Je ne savais pas comment me sentir. Soulagé, honteux, vengeur, tout à la fois. Midi. Elena arriva en courant à l'hôtel. « Jules, tu es aux nouvelles ?» Elle tenait un journal colombien. En première page, ma photo. Le titre ? Scandale en croisière. Un vieil homme mexicain abandonné par sa famille. Je lus l'article. Il racontait tout. L'abandon. Le système sans mon nom. Elena, témoin clé. Miguel, le photographe qui a révélé l'affaire. L'article se concluait. Les autorités colombiennes et mexicaines avaient déjà ouvert une enquête. La compagnie Étoile des Caraïbes n'avait fait aucune déclaration. Elena me serra dans ses bras. « Tu n'es plus seule, me dit-elle. Tout le pays est avec toi. » Je regardais ma photo dans le journal. Je m'y voyais si vieux, si fatigué, si brisé, mais je n'étais plus invisible. Le monde entier me voyait désormais. À 14 heures, une équipe de la chaîne Info Éclair arriva à l'hôtel. Ils voulaient interviewer Elena, qui accepta. On la maquilla rapidement, installa les lumières et la caméra. « Pouvez-vous nous raconter exactement ce que vous avez vu ?» Elena prit une profonde inspiration. « J'ai tout vu. J'ai vu la fille partir, soi-disant aux toilettes. J'ai vu Jules la chercher désespérément. J'ai vu quand nous nous sommes précipités vers le port. La fille savait ce qu'elle faisait. C'était prémédité, planifié, cruel. » Elle montra les photos sur son téléphone portable.
Le journaliste les filma. Pourquoi, selon vous, ont-ils fait cela? Elena me regarda. Pour l'argent. C'est toujours pour l'argent. L'interview fut diffusée au journal télévisé du soir. 5 millions de personnes la regardèrent. 15 heures. À bord du navire. Marc était dans sa suite. Son téléphone vibra. Une notification. Puis une autre. Encore une. 50 notifications. Il l'ouvrit. Il vit la photo. Il lut la légende. Son visage perdit toute couleur. Gabriella, nous avons un problème. Gabriella était dans la salle de bain, en train de se préparer. Quel problème? Elle sortit, vit le téléphone. Elle lut rapidement. Elle vit les chiffres. 500 000 partages maintenant. Comment ont-ils su? Marc trembla. Je ne sais pas. Quelqu'un l'a vu. Quelqu'un a pris des photos. Gabriella fit les 100 pas. Nous aurions dû faire ça à Istmia, pas à Port-Libre. Port-Libre regorge de touristes. Marc s'assit sur le lit. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Gabriella réfléchit. Le nier. C'était un malentendu. Il s'est perdu. Nous l'avons cherché. 15h30. Sylvie entra en courant dans la suite de Marc. Vous avez vu ça? Elle tenait son téléphone portable, les larmes aux yeux, non de tristesse, mais de panique. Ça ne peut pas arriver. Ils avaient dit qu'il n'y avait pas de caméra au port. Ils avaient dit que c'était sûr. Gabriella la fit taire. Baisse la voix. Mathias est dans la chambre d'à côté. Mais il était trop tard. Mathias avait déjà tout entendu. Raphaël entra ensuite. Il tenait une bière à la main, ivre à 15h30. Je vous l'avais dit que c'était de la folie, mais personne ne m'écoute jamais. Personne ne m'écoute. Il s'effondra sur le canapé. Nous sommes foutus, complètement foutus. 16 heures. Le capitaine Humberto Salazar reçut un appel de la centrale. Capitaine, il y a une situation. Les réseaux sociaux explosent avec l'histoire d'un passager abandonné à Port-Libre. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Salazar sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. J'ai vu un homme sur le quai, mais j'ai pensé que ça allait se résoudre tout seul. Capitaine, la presse vous attendra à l'accostage à Port-Soleil, et la police maritime aussi. Préparez-vous. Ils raccrochèrent. Salazar s'assit. Ses mains tremblaient. Il aurait dû arrêter le navire. Il aurait dû envoyer une chaloupe. Mais Marc lui avait donné des milliers pour fermer les yeux. Des milliers qui allaient maintenant lui coûter sa carrière, son honneur, tout. 17 heures. Salazar se rendit à la cabine 41. Il frappa. Marc ouvrit. « Capitaine, que puis-je pour vous ?» Salazar entra sans demander la permission. « Monsieur Montalvan, je dois vous parler de votre père. » Marc tenta de paraître innocent. « Mon père? Que lui arrive-t-il? » Ne faites pas l'innocent. Le monde entier sait ce que vous avez fait. Vous l'avez abandonné. Marc changea de tactique, sortit son portefeuille. « Capitaine, pouvons-nous arranger ça? Je peux vous payer plus, beaucoup plus. » Salazar le regarda avec mépris. « Non. Gardez votre argent. Il n'y a plus d'arrangement possible. » Il sortit en claquant la porte dans le couloir. Il croisa Mathias. L'enfant avait les yeux rouges, serrant son téléphone portable contre sa poitrine. Sur l'écran, une photo. Lui et son grand-père à l'ancien chantier naval, souriant. Mathias retourna dans sa chambre, s'enferma dans la salle de bain, sortit son téléphone, ouvrit la photo de son grand-père, celle prise l'année dernière pour son anniversaire. Jules soufflait les bougies. Mathias l'embrassait. Tous deux souriaient. Mathias pleura. « Je suis désolé, grand-père. Je suis tellement désolé. » Il avait tout entendu. Il avait entendu sa mère planifier. Il avait entendu son père accepter. Il avait entendu sa tante Sylvie demander s'ils étaient sûrs. Et il n'avait rien dit. Il n'avait rien fait. Il lui avait seulement averti cette nuit-là. Ne va pas au port. Mais ce n'était pas suffisant. Jamais suffisant. Maintenant, son grand-père était seul en Colombie, et le monde entier savait que sa famille l'avait abandonné. Mathias serra son téléphone. « Je te reverrai bientôt, grand-père, je te le promets. » Pendant ce temps, au consulat mexicain de Port-Libre, une femme en uniforme entra. C'était la lieutenante Monica Aguirre, de la police maritime. Elle avait 46 ans.
les cheveux noirs courts, le visage grave. Où est monsieur Montalvan? La réceptionniste indiqua la direction. Monica s'avança vers moi. Elle me tendit la main. Monsieur Jules, je suis la lieutenante Monica Aguirre. Je suis venue de Florville. Nous allons vous ramener au Mexique et nous allons nous assurer que vos enfants répondent de leurs actes. Je me levai. Répondre? Oui, monsieur. Abandon de personnes vulnérables, fraude, et peut-être d'autres chefs d'accusation. Cela ne restera pas impuni. Ma voix trembla. Mais ce sont mes enfants. Monica me regarda avec un regard compréhensif. Je sais, monsieur, et j'en suis désolé, mais la loi est la loi. Je me rassis. Monica s'installa en face de moi. Monsieur Jules, j'ai perdu mon père il y a 3 ans. Il a été abandonné lui aussi. Dans une maison de retraite, sa famille avait promis de lui rendre visite. Ils ne sont jamais venus. Il est mort seul. C'est pourquoi, quand j'ai vu votre histoire, j'ai dû venir. J'ai dû vous aider. Des larmes perlaient dans ses yeux. Cette femme rude en uniforme, avec un pistolet à la ceinture, avait les larmes aux yeux. Vous ne mourrez pas seul. Vous ne tomberez pas dans l'oubli. Je vous donne ma parole. Et là, avec cette femme en uniforme devant moi, un photographe de 28 ans qui se battait pour moi, une veuve colombienne qui me défendait, je compris quelque chose. Ma voix, celle que mes enfants avaient tenté de noyer en mer, celle qu'ils croyaient que personne n'entendrait, était écoutée par des millions de personnes à travers tout un continent. Et cette voix allait apporter la justice, même si cela devait me briser le cœur au cours du processus. Jour 4. Aéroport international de Port-des-Voiles. Il était 2 heures de l'après-midi lorsque je descendis de l'avion. La lieutenante Monica Aguirre marchait à ma droite. À ma gauche, un jeune avocat qui s'était proposé de me représenter gratuitement. Il s'appelait Ricardo Maldonado. Il avait 32 ans et disait que son grand-père avait lui aussi été abandonné par sa famille. C'est pour ça que je fais ça, monsieur Jules, pour mon grand-père qui n'est plus là. Nous sortîmes dans le terminal et là, des dizaines de journalistes, des caméras de télévision, des flashs qui m'aveuglaient, des microphones qui s'étiraient vers moi comme des serpents. « Monsieur Jules! Par ici, monsieur Jules! Une question !» Monica leva la main. Une brève déclaration, rien de plus. Un journaliste de Télé Horizon cria plus fort. « Monsieur Jules, que ressentez-vous en rentrant chez vous ?» Je pris une profonde inspiration, regardai les caméras. Je sens que ma femme est vengée. La phrase tomba comme une bombe. Les journalistes restèrent silencieux une seconde, puis explosèrent en d'autres questions. « Que voulez-vous dire par là? Votre femme savait quelque chose ?» Mais Monica m'entraînait déjà hors de là. Nous marchâmes rapidement vers la sortie. Dehors, il y avait plus de monde. Pas la presse. Des gens ordinaires avec des pancartes. « Justice pour Jules. Les aînés méritent le respect. Nous sommes avec vous, monsieur Jules. » Une dame âgée s'approcha en pleurant. « Mon fils m'a aussi abandonné, monsieur Jules. Merci de parler pour nous tous. » Elle m'étreignit. Elle sentait le savon et les larmes. Je ne savais que dire, je lui tapotai simplement le dos. Nous montâmes dans une camionnette officielle. Monica démarra. Nous nous dirigions directement vers le port. Le bateau arrivait à 4 heures. Je regardai ma montre. 2 heures. Dans 2 heures, je verrai mes enfants. Je ne savais pas si j'étais prêt. Je ne le serai jamais. 4 heures de l'après-midi, port de Port-des-Voiles. L'étoile des Caraïbes était en train d'accoster. Il était énorme d'ici, blanc, imposant, comme un monstre qui revenait après avoir englouti ma vie. Il y avait encore plus de presse, plus de policiers, une foule de curieux. Le bateau finit d'accoster. La rampe fut abaissée. Les premiers passagers commencèrent à descendre. Des touristes heureux, bronzés, avec des valises pleines de souvenirs. Puis je les vis. Marc sortit le premier. Costume gris. Des lunettes de soleil qui ne cachaient pas son visage pâle. Gabriella le suivait, un foulard sur la tête, d'énormes lunettes essayant de se dissimuler. Sylvie vint ensuite, sans maquillage, les cheveux détachés. Elle paraissait 10 ans plus vieille. Raphaël fermait la marche, les yeux rivés au sol. Les 4 s'avancèrent sur la rampe. Ils virent la foule, les caméras, la police. Ils s'arrêtèrent.
Marc regarda dans ma direction. Nos regards se croisèrent. Il voulut dire quelque chose, mais il ne put pas, car Mathias sortit en courant du bateau. Mon petit-fils me vit, cria « Grand-père !» et dévala la rampe en courant. Gabriella tenta de l'attraper. « Mathias, non, reste ici !» Mais l'enfant était rapide. Il esquiva sa main et courut vers moi. Marc cria « Mathias, reviens !» Il ne revint pas. Il arriva jusqu'à moi et se jeta dans mes bras. Il pesait plus lourd que dans mes souvenirs. Il faillit me faire tomber, mais je le retins. Je l'étreignis fort. Il sentait le shampoing pour enfant et les larmes. « Pardon, grand-père. Pardon, pardon, pardon. » Il pleurait sur mon épaule. Tout son petit corps tremblait. Je savais. J'ai entendu et je n'ai rien fait. Je n'ai rien pu faire. Je lui caressais les cheveux. Ils étaient doux, comme quand il était bébé. « Ce n'est pas ta faute, mon enfant. Ce n'a jamais été ta faute. » Les caméras nous filmaient. Les flashs explosaient. Mais peu m'importait. J'avais mon petit-fils dans les bras, et c'était la seule chose qui comptait à cet instant. La seule bonne chose qui restait de ma famille. Mathias s'accrocha à moi. « Je ne vais pas partir avec eux. »« Je ne veux pas partir avec eux. »« Tranquille, nous verrons ce qui se passe. » Je levai les yeux. Mes enfants se tenaient à 10 mètres, immobiles comme des statues. Marc avait les mains dans les poches. Sylvie s'essuyait les yeux avec un mouchoir. Raphaël regardait ses chaussures. Gabriella avait les bras croisés. Aucun ne s'approchait. Aucun ne disait rien. Les caméras les filmaient. Un journaliste cria « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Un autre « Vous n'avez rien à dire ?» Marc finit par bouger. Il marcha vers moi lentement, comme s'il se dirigeait vers sa propre exécution. Il s'arrêta à 2 mètres. « Papa ?» Sa voix trembla. « Papa, ce n'était pas un malentendu. Nous… » Je levai ma main libre. L'autre tenait Mathias. « Non ?» Une parole sèche et définitive. « Ne dis rien, je ne veux plus rien entendre. » Marc ouvrit la bouche, la referma, ses épaules s'affaissèrent. La lieutenante Monica s'approcha de mes enfants. « Messieurs Montalvan, Madame Robledo, Monsieur Montalvan, dit-elle en les désignant un par un. Vous devez nous accompagner au commissariat. Une enquête est ouverte pour abandon d'une personne vulnérable en situation de détresse et pour fraude. » Sylvie recule d'un pas. « Fraude ? Pas nous. Monsieur Jules a payé son billet. Vous l'avez effacé du système. Cela constitue une fraude. » Monica sort des menottes. Elle ne les passe pas encore, mais le message est limpide. Raphaël s'effondre sur une valise. « Je savais que ça allait arriver. » Soudain, Gabriella explose. Elle crie « Il va bien! Regardez, il est là! Il est vivant! Il ne lui est rien arrivé! Il n'y a pas de crime s'il n'y a pas de victime. » Monica la regarde froidement. « Il y a tentative, il y a intention. Cela suffit pour engager des poursuites légales. Allons-y. » 2 policiers s'approchent. Marc, Sylvie et Raphaël marchent vers eux sans opposer de résistance. Gabriella continue de crier « C'est un abus. Nous allons porter plainte. Nous avons des droits. » Un policier la prend par le bras. « Madame, calmez-vous. Personne n'est encore arrêté. Vous allez seulement faire une déposition. » Ils les conduisent vers des voitures de police. Mathias enfouit son visage contre ma poitrine. Il ne veut pas voir. Moi non plus, je ne veux pas voir, mais je dois le faire. Je dois voir comment on emmène mes enfants, les bébés que j'ai portés, les enfants à qui j'ai appris à faire du vélo, les jeunes que j'ai aidés à l'université. Ils partent dans les véhicules. Les sirènes ne retentissent pas, mais le silence est plus assourdissant que n'importe quelle sirène. La foule applaudit. Certains crient « Justice, qu'il paie !» Je n'applaudis pas, je ne crie pas. J'étreins seulement Mathias et je sens mon cœur se briser en 2, car ce sont toujours mes enfants. Même s'ils m'ont détruit, ce sont toujours mes enfants. Soudain, une voix connue. « Jules !» Je me retourne. Le docteur Armand Cisneros s'avance vers moi. Il a 81 ans. Ses cheveux sont entièrement blancs, une canne à la main, mais ses yeux sont restés les mêmes, les yeux de l'ami de toujours. « Armand !» Je l'étreins d'un bras. De l'autre, je continue de tenir Mathias. J'ai essayé de t'appeler depuis la Colombie. Tu ne répondais pas. Je sais, j'étais à l'hôpital. Encore une opération du genou.
Mais dès que je suis sorti et que j'ai vu les nouvelles, je suis venu ici. Il plonge la main dans sa veste. Il en sort une vieille enveloppe jaune, scellée d'une cire rouge. Jules, Joséphine m'a donné ceci il y a 4 ans, la veille de sa mort. Elle m'a dit, le cœur lourd: Armand, s'il arrive quelque chose à Jules, si mes enfants font ce que je crois qu'ils vont faire, donne-lui ceci, seulement si cela arrive. J'ai cru qu'elle délirait à cause des médicaments, mais je l'ai gardé. Et maintenant, il me tend l'enveloppe. Le moment est venu. Je prends l'enveloppe d'une main tremblante. La cire est intacte. Personne ne l'a ouverte depuis 4 ans. Mathias lève la tête. Qu'est-ce que c'est, grand-père? Une lettre de ta grand-mère. Je romps le seau. J'en sors une feuille pliée, du papier à lettres de qualité avec le monogramme de Joséphine dans le coin. Son écriture cursive est parfaite. Je lis d'abord en silence. Les mots me frappent comme des vagues. Puis je lis à voix haute pour que tout le monde entende. Les caméras se rapprochent. Mon amour, si tu lis ceci, c'est que nos enfants ont fait ce que je craignais. Je les connais mieux que tu ne le penses. Je sais de quoi ils sont capables. J'ai vu comment ils m'ont traité durant mes derniers mois. L'impatience, les questions sur l'argent, les regards. C'est pourquoi j'ai changé le testament 2 semaines avant de mourir. Tout te revient. La maison, les économies, les investissements, tout. Et s'il t'arrive quelque chose, s'ils parviennent à te faire du mal, tout ira aux œuvres de bienfaisance. Ils ne recevront rien, pas un sou. Pardonne-les si tu peux, mon amour. Moi, je n'ai pas pu, mais tu as toujours été plus noble que moi. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Prends soin de Mathias. Il est le seul qui en vaille la peine. Ta Joséphine. Je termine de lire. Le silence est complet. Même les journalistes se sont tus. Je regarde le papier. Les larmes tombent sur l'encre, mais ne l'effacent pas. Joséphine savait. Mon épouse savait depuis 4 ans que mes enfants allaient tenter quelque chose de ce genre. C'est pour cela le testament scellé. C'est pour cela l'attente de 4 ans pour me protéger, pour leur donner le temps de montrer qui ils étaient réellement. Et ils l'ont montré. Mon Dieu, ils l'ont montré. Je plie la lettre avec soin, la range dans la poche de ma chemise, près de mon cœur. Armand me pose la main sur l'épaule. Elle t'a aimé jusqu'à la fin, Jules, et au-delà. J'acquiesce. Je ne peux pas parler. Ma gorge est nouée. Mathias me serre plus fort. Grand-mère était très astucieuse. Je souris entre mes larmes. Oui, mon enfant, ta grand-mère était la plus astucieuse de nous tous. Et là, avec cette lettre entre mes mains, avec l'écriture de mon épouse défunte me protégeant depuis la tombe, j'ai compris. Elle avait veillé sur moi même après sa mort. Elle m'avait protégé quand je n'avais pas pu me protéger seul. Ma Joséphine, mon éternelle Joséphine. Ricardo, mon avocat, s'approche. Monsieur Jules, cette lettre change tout. Avec cela, nous pouvons engager des poursuites non seulement pour l'abandon, mais aussi pour tentative de fraude testamentaire. C'est la preuve qu'il y avait préméditation depuis des années. Les caméras continuent de filmer. Un journaliste crie « Monsieur Jules va engager des poursuites légales contre ses enfants ». Je pose mon regard sur Mathias, puis sur Armand, sur la lettre dans ma poche, et enfin sur les véhicules de police où se trouvent mes enfants. Ah, je le jure, je ferai ce que mon épouse aurait voulu. Je me protégerai, et je protégerai mon petit-fils. Pour le reste, que la justice en décide. Monica acquiesce. Bien dit, monsieur Jules. Nous veillerons à ce que vous receviez ce qui vous revient, et eux, ils recevront ce qu'ils méritent. Je monte dans le véhicule. Mathias ne me lâche pas la main. Armand nous rejoint. Les portes se referment. Nous démarrons. Par le rétroviseur latéral, je vois le port s'éloigner, l'étoile des Caraïbes, les gens, la mer. Et je pense, la mer m'a emporté, mais elle m'a aussi ramené. Et maintenant, avec la bénédiction de Joséphine depuis l'au-delà, je vais reconstruire ce qu'ils ont tenté de détruire. 3 mois plus tard, au tribunal civil de Villefranche-sur-Mer. Je suis assis au premier rang. Ricardo à mes côtés. Mathias est avec moi. Il a pris son après-midi à l'école. Il tenait à venir. Je veux voir, grand-père. J'ai besoin de voir.
De l'autre côté de la salle se trouvent Marc, Sylvie et Raphaël, chacun avec son avocat. Ils ne se regardent pas. Gabriella n'est pas là. Elle a divorcé de Marc 2 semaines après leur retour. Elle l'a blâmé pour tout. « Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée. Tu as insisté !» lui avait-elle hurlé devant tout le monde au commissariat. Elle est partie avec la moitié du peu qui leur restait. Marc semble avoir 10 ans de plus, maigre, les traits tirés. Sylvie a les cheveux attachés en queue de cheval, simple, sans maquillage, vêtue d'une robe noire. On dirait qu'elle va à un enterrement. Peut-être est-ce le cas. Raphaël est le seul à me regarder. Ses yeux sont rougis. Il est sobre depuis 3 semaines, il est en cure de désintoxication. La juge entre. Nous nous levons tous. Affaire civile numéro 247, Montalvan contre Montalvan. Nous procédons. La juge lit le verdict. Après examen de toutes les preuves présentées, ce tribunal détermine que les accusés, Marc, Sylvie et Raphaël Montalvan, ont agi avec préméditation et guet-apens en abandonnant leur père en pays étranger. Bien qu'il n'y ait pas eu de blessures physiques graves ni de décès, il y a eu un préjudice moral, psychologique et émotionnel considérable. Elle marque une pause, elle regarde mes enfants. La tentative de fraude testamentaire a également été prouvée grâce à la lettre posthume de Madame Joséphine Robledo. Elle tourne son regard vers moi. Monsieur Jules Montalvan Robledo a renoncé à réclamer l'héritage de ses enfants. Sa déclaration a été « Je ne veux pas leur argent, je veux ma paix ». Cependant, il a demandé des dommages et intérêts. La juge frappe son marteau. Ce tribunal accorde une indemnisation de 2 millions d'euros à diviser à parts égales entre les 3 défendeurs. Ils ont 6 mois pour payer. Affaire classée. Le marteau résonne une nouvelle fois. C'est fini. Nous sortons du tribunal. Les journalistes sont dehors, mais ils sont moins nombreux. L'histoire est ancienne. 3 mois, c'est déjà beaucoup dans le cycle de l'actualité. Certains me demandent « Comment vous sentez-vous, monsieur Jules ?» Soulagé, je réponds. Et c'est la vérité, pas heureux. La douleur ne disparaît pas avec un verdict, mais soulagé que tout soit terminé. Marc sort ensuite, seul. Son avocat l'a abandonné en pleine audience. Je ne peux plus le représenter. C'est indéfendable. Marc me voit. Il veut s'approcher, mais Monica est à mes côtés. Elle lui fait signe de ne pas bouger. Il s'arrête, met les mains dans ses poches et s'en va, seul. Son entreprise de construction a fait faillite. Personne ne veut travailler avec l'homme qui a abandonné son père. Il a perdu sa maison, sa voiture, sa femme, ses amis, tout. Il vit maintenant seul dans un petit appartement, travaillant comme il peut. Et je ne ressens aucune joie à cela, seulement de la tristesse, car il reste mon fils, mon aîné, et le voir chuter me fait mal, même s'il m'a d'abord jeté à terre. Sylvie non plus ne s'en sort pas bien. Elle a fait une crise de nerfs 2 semaines après être rentrée de la croisière. Les réseaux sociaux l'ont anéantie. La fille qui a abandonné son père. Sa photo a circulé partout. On la reconnaissait dans la rue, au supermarché, à la station-service. On lui criait des choses « Sans vergogne, mauvaise fille !» Elle a dû déménager dans une autre ville. Elle a changé de nom légalement. Elle se fait désormais appeler Anna Robledo. Elle a supprimé tous ses profils sur les réseaux sociaux. Elle ne sort plus de chez elle. Son psychiatre affirme qu'elle souffre de dépression sévère et d'anxiété. Ses 2 filles ne lui parlent plus. Nous ne pouvons pas être associés à toi, maman. On nous harcèle à l'école à cause de ce que tu as fait. Elle est restée seule, complètement seule. Et parfois, je pense à l'appeler. Mais je n'y arrive pas. Pas encore. Peut-être jamais, car chaque fois que je ferme les yeux, je revois son visage lorsqu'elle m'a abandonné sur ce marché. Et la douleur revient, fraîche comme au premier jour. Raphaël est différent. 1 semaine après son retour, il m'a cherché. Il a frappé à ma porte. Je vivais temporairement chez Armand, le temps de régler mes affaires. J'ai ouvert. Raphaël était sur le pas de la porte, maigre, tremblant. « Papa, puis-je entrer ?» Je l'ai laissé passer. Il s'est assis dans le salon. Il a pleuré pendant 20 minutes, sans rien dire, juste pleurer. Puis il a parlé. « Papa, je suis un lâche. Je l'ai toujours été. Je n'ai jamais eu le courage de dire non à Marc, à Gabriella, à personne.
Je buvais pour ne pas me sentir comme un échec. Quand ils ont élaboré ce plan, je savais que c'était mal. Je le savais, mais je n'ai rien fait. Je ne t'ai même pas prévenu. Je n'ai même pas essayé. Sa voix se brisa. Je suis un lâche et je suis désolé. Désolé de ne pas avoir été le fils que tu méritais. Je le regardais. Je revis l'enfant grassouillet qu'on harcelait, l'adolescent qui se cachait derrière les bouteilles, l'homme brisé devant moi, et je lui dis « Raphaël, tu peux encore changer. Il est tard, mais pas trop tard. » Raphaël entra en cure de désintoxication 3 jours plus tard. Cela fait 3 mois qu'il est sobre. Il suit une thérapie. Il travaille dans un atelier de mécanique. Il gagne peu, mais il est fier de son travail. Il m'appelle chaque dimanche. « Comment vas-tu, papa ?»« Bien, mon fils. Mathias va bien. Il va bien. Crois-tu que je pourrai un jour être pardonné ? Je ne sais pas, Raphaël, mais je te respecte d'essayer. Ce n'est pas le pardon. Pas encore, mais c'est déjà quelque chose. Mathias vit avec moi maintenant. Légalement, la garde était partagée. 1 semaine avec Marc, 1 semaine avec moi. Mais après le premier mois, Mathias m'a dit « Grand-père, est-ce que je peux rester avec toi pour toujours ?» J'ai parlé à Marc. « Ton fils a besoin de toi, mais il a aussi besoin de stabilité, de paix. » Marc, vaincu, a accepté. « Garde-le. Je... je ne sais plus comment être père. » Et c'est ainsi que Mathias est resté avec moi. Avec toi, je me sens en sécurité, grand-père. Ces mots valent plus que tout l'argent du monde. Le capitaine Humberto Salazar a lui aussi payé le prix de ses actes. L'enquête de la compagnie maritime a prouvé qu'il avait été témoin de mon abandon et n'avait rien fait. Pire encore, ils ont découvert le dépôt de 1 000 € que Marc lui avait versé. Corruption et négligence grave. Il a été licencié. 30 ans de carrière perdue. 1 mois plus tard, il est apparu à ma porte. « Jules, je sais que je n'ai aucun droit, mais pardonnez-moi. » Je l'ai regardé. J'ai vu un homme brisé, comme je l'avais été. « Capitaine, ce n'est pas à moi de vous pardonner. C'est à votre miroir, à votre conscience. Je ne peux plus vous aider avec ça. » Il a hoché la tête et est parti. J'ai appris qu'il travaillait maintenant sur un petit bateau de pêche, gagnant 1/10 de ce qu'il gagnait auparavant. Sa femme l'a quitté. Ses enfants adultes ne lui parlent plus. La mère lui a tout pris, tout comme elle a failli tout me prendre à moi. Mais j'ai eu de la chance. J'ai eu des gens pour m'aider. Lui, non. Elena, mon ange colombien, a fini par déménager à Port-sur-Mer. Là-bas, en Colombie, je n'ai plus rien. Mon mari est mort. Mes enfants sont aux États-Unis. Pourquoi ne pas recommencer ici ? Elle a acheté une petite maison à 3 pâtés de maison de la mienne. Chaque dimanche, nous déjeunons ensemble. Elle cuisine une bandeja paisa, un plat typique colombien, qui me rappelle que la vie a encore de la saveur. « Nous sommes 2 survivants, Jules, » me dit-elle. La mer a essayé de nous noyer, mais nous sommes toujours là. Parfois, je pense que Joséphine m'a envoyé Elena, que d'en haut, elle a tout vu et a dit « Mon amour a besoin d'aide. Envoie-moi quelqu'un. » Et Elena est apparue avec son téléphone à la coque rose, avec son cœur énorme, avec sa compassion qui m'a sauvé. Ce n'est pas de la romance. Nous sommes tous les deux trop vieux et trop fatigués pour cela. C'est quelque chose de mieux. Cette amitié véritable, de celles qui n'ont pas besoin de mots pour se comprendre. Miguel Angel est venu me rendre visite le mois dernier. Il a amené sa petite amie, une jolie jeune femme qui étudie la médecine. Il savait que mon histoire avait été vue par 40 millions de personnes. 40 millions. Il m'a montré les chiffres sur son téléphone. Partages, vues, commentaires du Mexique, de la Colombie, de l'Argentine, de l'Espagne, des États-Unis, de tous les pays hispanophones. Votre histoire a changé les conversations, Jules. Les gens parlent davantage de l'abandon des personnes âgées. De nouvelles lois sont proposées, il y a des campagnes. Tout cela parce que vous avez parlé. J'ai souri. Peu importe, Miguel. Ce qui compte, c'est que Mathias aille bien, qu'il soit en sécurité, qu'il sache que son grand-père l'aime. Le reste n'est que du bruit. Miguel m'a serré dans ses bras. Mon père serait fier de vous, de ce que vous avez fait pour moi, de tout. J'ai pleuré sur l'épaule de ce jeune homme de 28 ans qui a sauvé ma vie avec une photo, avec une histoire, avec sa loyauté envers la mémoire de son père.
J'ai acheté une petite maison sur la plage. Petite, 2 chambres, une cuisine minuscule, mais elle a vue sur la mer et elle a la paix. C'est la seule chose dont j'ai besoin maintenant, la paix. Mathias et moi y passons les week-ends. Je lui apprends à pêcher, tout comme j'ai appris à ses oncles quand ils étaient enfants. Je lui apprends à réparer de petits moteurs, à poncer le bois, à souder. Ce sont des compétences d'homme, Mathias, des compétences que personne ne peut enlever. Il apprend vite. Il a des mains habiles comme les miennes quand j'étais jeune. Parfois, il me regarde avec ses yeux de Joséphine et demande: Grand-père, tu crois que papa changera un jour? Je ne sais pas, mon enfant. Cela dépend de lui. Et toi, tu vas lui pardonner? Je soupire. Peut-être un jour, quand la douleur sera moins vive. Et c'est la vérité. Peut-être un jour. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait encore trop mal. Aujourd'hui, je vois encore le bateau s'éloigner chaque fois que je ferme les yeux. Sais-tu ce que j'ai appris dans tout cela? Que la mer rend toujours ce qui lui appartient. Parfois, cela prend des jours, parfois des mois, parfois des années, mais toujours, toujours, cela revient. Mes enfants m'ont jeté à l'eau en pensant que j'allais me noyer, en pensant qu'un vieil homme de 78 ans ne pourrait pas survivre seul dans un pays étranger. Mais ils ont oublié quelque chose d'important. Ils ont oublié qui je suis. Je suis Jules Montalvan Robledo. J'ai construit des bateaux pendant 45 ans. J'ai navigué à travers les tempêtes. J'ai sauvé des vies. J'ai bâti un empire à partir de rien. Je suis un loup de mer. Et les loups de mer, même vieillissants, même si leurs genoux sont fatigués et leur cœur brisé, savent toujours nager pour rentrer chez eux. Ils trouvent toujours le rivage. Ils survivent toujours. Car nous portons la mer dans nos veines, et la mer n'abandonne jamais les siens. Jamais. Et vous, feriez-vous à nouveau confiance après une telle épreuve? Ou y a-t-il des trahisons qui tuent à jamais? Comment pardonneriez-vous à celui qui vous a donné la vie si cette personne vous l'a ôtée? Si cette histoire vous a touché le cœur, laissez votre commentaire ci-dessous. Racontez-moi ce que vous feriez à ma place. Aimez, partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Abonnez-vous à la chaîne, car chaque jour nous racontons une histoire qui mérite d'être entendue, une vie qui mérite d'être rappelée. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout de ce voyage. Merci d'avoir pleuré avec moi. Merci d'avoir écouté. Rendez-vous pour la prochaine histoire. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et abonnez-vous à la chaîne. Il y aura encore beaucoup d'autres histoires. Ce n'est pas la fin de mon histoire. Ce n'est que le début de quelque chose de meilleur.